Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Tristan, alias Iron Newman sur YouTube. À la fois athlète et entraîneur, via sa plateforme Campus Coach, j'avais de nombreuses questions à lui poser en termes d'entraînement afin de mieux comprendre la planification des sports d'endurance. Mais aussi, connaissant Tristan depuis quelques années, j'ai été curieux de savoir son cheminement jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une discussion entre copains qui j'espère vous apportera, à vous aussi, des réponses à vos questions. Bonne écoute. Salut Tristan, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va très très bien, content d'être sur ton podcast. Bon, alors est-ce que tu as vraiment repris l'entraînement ou tu continues de bidouiller comme je peux le voir sur Strava? J'espère que tu mets pas tout sur Strava parce que sinon ça me fait de la peine. Je mets 100% de tout ce que je fais sur Strava et il n'y a rien de plus, hélas. Je mets pas mes séances de muscu sur Strava. Ouais, bah, c'est ce que j'avais fait C'est un comprendre. peu too much. Donc là, tu t'es remis à la muscu alors? Ouais, 4 séances par semaine, là, 2 pour les jambes, 2 pour le haut du corps, petit à petit. On retombe sur les premiers amours. Et alors, est-ce que tu regonfles un peu? Est-ce que tu reprends de la force un peu plus rapidement comme si tu étais un débutant? Eh bah, écoute, ça va même être plus que ça. C'est assez étonnant à observer. Mais là, j'ai repris depuis début novembre, donc ça va faire quand même un peu plus de 4 mois. Je suis retourné quasiment à mon niveau de force avant arrêt, ce qui veut dire plusieurs choses. Mon niveau avant arrêt était catastrophique en termes de niveau de force, pas en termes de visuel, mais en termes de niveau de force. De un et de deux, c'est marrant, mais l'endurance, je pense que même si tu ne sollicites pas ces différentes caractéristiques physiques, bah en fait faire de l'endurance permet, je pense, un retransfert plus rapide quand tu t'y remets. J'ai pas encore tout à fait fini l'analyse, mais c'était assez marrant à observer parce que j'ai des amis qui se sont pas arrêtés pendant ces 6 années et en fait bah je sais pas non plus rattraper, mais ils sentent que ça pousse derrière, quoi. Il faudrait pas qu'ils s'endorment de trop. Ouais, ça m'étonne pas trop, moi, parce que je vois bien avec mes efforts au kayak ou même mes efforts d'endurance que je fais sur le vélo ou autre, même si c'est à plus basse intensité, je vois bien qu'il y a un transfert derrière quand même en termes de force. Moi, j'en parle souvent comme, bah, ça va te parler, comme si c'était l'endurance locale que tu avais développée, tout ce qui était capillaire, mitochondrie, tout ça, et en même temps tout ce qui est nerveux, le chemin nerveux entre guillemets pour solliciter tes muscles. Et donc forcément, comme tu as fait des milliers d'heures, de ce dont on va parler après avec le triathlon, bah, forcément, ça doit se répercuter sur quelque chose. C'est comme si tu avais fait des milliers, des milliers de reps sur certains muscles. Et forcément, ça laisse des traces. Et surtout que l'effort est très différent de celui de la musculation classique, où là, tu continues malgré le fait que ça brûle, que c'est dur, tu continues, et les efforts sont très très longs, alors qu'en muscu, bah, souvent, c'est assez court. Donc, moi, ça m'étonne pas ce que tu dis. Mais et donc, tu as repris de la force, mais est-ce que physiquement, tu as repris du gabarit aussi? Ouais, bah, comme un débutant, tu sais, ça va assez vite au début là, ça gonfle un peu. Et après, faut grinder un peu, faut prendre le temps. Mais c'est C'est bien. marrant. Vas-y. Mais c'est bien au moins, tu sais, le corps humain est assez bien fait, c'est qu'il te donne des premiers résultats assez rapidement pour te donner envie de continuer. Alors, j'ai retrouvé, comme je te disais avant de commencer, les mails qu'on s'était envoyés en 2018 quand tu Trop marrant. écoutais Leadercast. Et donc, bah, je vais commencer là-dessus. J'avais une question pour toi. Alors attends, avant que Euh, tu poses tes questions, trop marrant, parce que je me suis rappelé que je t'avais envoyé des mails sur différents sujets. C'était vraiment quand je débutais le triathlon, ça devait faire peut-être un an et exactement, quelques exactement. genre j'ai pas relu le détail des mails pour une raison très très simple. Qu'est-ce que j'écrivais des longs textes, le devoir de synthèse, c'était pas mon grand fort à l'époque, j'ai envie de dire. Donc même moi, ça me fatigue de me relire maintenant. Et ce que je voulais souligner, c'est que tu avais pris le temps de lire déjà 2 heures et de répondre dans un délai relativement court. Donc bah tu vois, 6 ans après, je te remercie à nouveau parce que ça dénote certaines qualités chez toi, très appréciables de nos gens. Ouais, bah, tu sais, souvent, si quelqu'un prend du temps pour écrire un long message, bah déjà, moi, j'estime que c'est quelqu'un qui est intéressé et qui a des choses à dire. Donc moi, ça va m'intéresser forcément dans ma réflexion, notamment bah, pour les podcasts Leadercast. Et donc, je vais le lire et forcément, je vais répondre parce que moi, je considère ça un peu comme une aide, tu vois, à ma remise en question. Donc,
Non, bah c'était cool. Hein. Je réponds de toute façon à tous ceux qui m'écrivent avec plaisir, à moins que ce soit une question écrite un peu à l'arrache où je comprends un mot sur deux. Mais quand c'est des longs messages, justement, je passe du temps à les lire parce que ça m'intéresse. Et donc à l'époque, tu venais de te mettre au triathlon et on avait ce petit débat, ce petit désaccord ensemble où moi je te disais que bah voilà pour vraiment progresser tout ça, il fallait trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et toi, tu m'avais répondu à l'époque que c'est plutôt le fait, c'est plutôt le résultat qui te procurait du plaisir plutôt que le chemin. T'aimais pas spécialement le triathlon, mais tu t'étais fixé l'objectif de l'Ironman et c'est de te voir progresser, c'est ça qui te donnait du plaisir. Et c'était pas l'effort en lui-même qui amenait le progrès, qui amenait le résultat. Pour toi, c'était vraiment tu te forçais entre guillemets et tu vas m'expliciter ça, mais à t'entraîner parce que tu voulais progresser et donc tu avais le résultat mais tu prenais pas spécialement de plaisir dans l'entraînement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui a changé ou finalement c'est pour ça que tu as arrêté temporairement, j'imagine, le triathlon? Euh, Si on prend les choses dans l'ordre, maintenant que j'ai ralenti sur le triathlon parce que c'est un sport très chronophage, en tout cas quand on veut progresser, parce que si on veut juste le pratiquer, c'est vrai qu'on peut se satisfaire de peu. Mais à partir du moment où on a une logique de progression et si tu l'as compris à travers ces messages, si ta logique de plaisir n'est liée que au plaisir délayé de progresser, bah au bout d'un moment, quand tu n'as plus de quoi ou quand tu ne veux plus mettre le nécessaire pour progresser, bah forcément la notion de plaisir s'arrête et donc bah t'es plus à même de lever le pied. Ça c'est une première chose. Ce qui est marrant, tu l'as dit, j'ai envoyé ces messages-là il y a peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, je me souviens plus exactement. Mais a posteriori, quand je tiens ce discours, j'ai un peu l'impression de tenir un récit juste pour motiver les gens, etc. Et j'ai déjà entendu des gens qui doutaient. Et en fait, c'est marrant de voir que dès le départ, c'était déjà la même mentalité, quoi. Ça n'a pas changé en 6 années de pratique. Donc, c'est marrant d'avoir une trace écrite il y a quelques années qui le montre. Donc assez amusant. Et pour répondre à ta question, parce que bah non, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé comme tu pourrais le voir. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dans la pratique, on va dire une relation neutre à la pratique. Je pense que si on a une relation vraiment de dégoût ou qu'on n'aime pas faire quelque chose, c'est très difficile de tenir. Mais une relation neutre, pas de plaisir particulier dans l'accomplissement immédiat, euh, mais un énorme plaisir délayé, ouais, à progresser. Alors, de séance en séance, ça peut se voir, parce que quand tu débutes en particulier, tu peux progresser de séance en séance, mais sinon après, ça commence à être sur des périodes de temps un peu plus diffuses. Ça va être de semaine en semaine, de mois en mois. Mais non, ça n'a pas modifié, ça n'a pas changé. C'est énorme parce que moi j'aurais pensé que tu allais me dire bah si ça a changé, mais donc tu t'es astreint et on va y revenir après, mais à des semaines à plus de 20 heures d'entraînement intensif, donc avec des objectifs, sans éprouver spécialement de plaisir. Alors pourquoi avoir choisi le triathlon et ce défi de l'Ironman? T'aurais pu choisir, je sais pas, j'ai dit une connerie, mais la pétanque, quoi, tu vois. Ça aurait été Bah, c'est ce que plus je me facile, dis quoi. souvent. Je me dis que si j'avais investi cette énergie dans un sport que j'appréciais et même au-delà de l'apprécier dans un sport où j'avais beaucoup de prédispositions, j'aurais peut-être fait de grandes choses, mais j'ai choisi le triathlon. Alors j'ai pas de réponse, enfin j'ai pas eu de réponse dans l'immédiat, mais je vais réécrire l'histoire. C'est souvent ce qui se passe, hein. Quand on raconte ce qui s'est passé, on a tendance soit à l'embellir, soit à avoir des biais cognitifs qui nous font raconter ce dont ce qu'on a envie. Mais j'ai envie de dire que quand tu fais quelque chose de difficile que tu n'apprécies pas forcément et que tu le fais euh, avec rigueur, alors déjà tu développes beaucoup de compétences propres. Faut pas penser que tout est négatif pendant le processus, hein, parce que tu développes ta discipline, ta rigueur, ta remise en question, ton envie de bien faire. C'est ce que je cite le plus, mais il y a beaucoup d'autres qualités, la confiance en soi, euh, la preuve envers soi-même qu'on est capable de progresser, la preuve envers soi-même que nos actes ont des conséquences mesurables, parce que ce qui est très bien avec le triathlon, c'est que tout est mesurable, quasiment tout est mesurable. Donc toutes ces choses-là sont très positives tout au long du chemin, mais ce que la difficulté quand tu mets fin à ce cycle de ta vie, tout te paraît tellement plus simple et ta force de travail, je trouve, est décuplée. Quand tu mets beaucoup d'énergie dans un truc où t'es pas bon, mais que tu le fais vraiment très bien, quand après tu mets la même quantité d'énergie dans quelque chose dans lequel t'es bon,
bah tout te paraît beaucoup beaucoup plus simple. Et la question c'est est-ce que tu serais pas capable de mettre la même quantité d'énergie directement dans un truc où t'es bon? Bah c'est là un peu toute la question et je pense que dans le cas présent du triathlon, le rêve de faire un Ironman, puis ensuite le rêve de se qualifier à Kona, toute cette mythologie-là aide à se focaliser et avoir un objectif. Tu vois, en musculation, bah, toi qui as pratiqué, c'est peut-être beaucoup plus difficile de se fixer des objectifs quand t'es pas compétiteur, que tout le monde s'en fout que tu fasses 140 kilos développé couché, que t'as pas de légende derrière particulière. Tu vois, la légende de Kona, c'est vraiment quand des personnes trouveront que c'est surfait. Moi, je trouve que la tradition a toujours un pouvoir intéressant sur les gens. Euh, voilà. Donc le biais du triathlon, c'est un sport qui nécessite certaines choses que d'autres ne nécessitent pas, qui permet de catalyser certaines améliorations. Donc voilà pourquoi le triathlon. Et maintenant, tout me paraît très simple pour répondre. Mais ce qui est fou, donc moi, bah, j'ai vu un peu presque toutes tes vidéos YouTube quand je me suis intéressé à l'endurance. Et comme il n'y a pas non plus 15 000 personnes que j'estime dans le milieu, quel que soit le milieu d'ailleurs, à Kona, ça s'est pas si bien passé que ça pour toi. Et malgré tout, là, tu fais plus de triathlon actuellement, donc comme tu as dit, tu as repris la muscu, je vois que tu cours un petit peu, on va pouvoir courir ensemble vu les vitesses auxquelles tu vas, peut-être que tu me verras, peut-être que tu verras mon dos même, mais mais ouais, donc t'as fini sur un mauvais résultat, et ça Ouais. tu l'acceptes finalement. C'est très dur au niveau de l'ego, mais ouais. En fait, il y a toujours une part de moi qui sera insatisfait de ce qui s'est passé là-bas, mais quoi qu'il arrive, euh, tu sais, valoriser le chemin, ça veut aussi dire que rien n'est garanti. Et ça, c'était marrant parce que à force de faire, t'as l'impression que tout est dû. Alors que non, en fait, tu fais pour espérer, mais tu fais pas forcément pour avoir. Donc c'était un beau rappel à l'ordre. Et en fait, si ça m'était déjà arrivé avant, c'est ce truc de s'en rendre compte que rien n'est garanti dans la vie et que ce qui compte, c'est de faire pour qu'un jour peut-être tu réussisses. Si je m'en étais rendu compte avant, bah j'aurais été vraiment très insatisfait de Kona parce que j'aurais pas eu cette leçon à Kona. Ce qui fait que j'arrive à digérer euh, la contre-performance de cette course, c'est le fait d'y avoir appris une leçon. Si je n'avais rien appris, que c'était quelque chose que j'avais déjà théorisé via un autre échec précédent, je pense que je l'aurais beaucoup plus en travers de la gorge. Alors, je vais revenir sur ta transition au triathlon. Donc Ouais. toi, tu viens des sports de combat à la base, ensuite tu faisais de la muscu. Mhm. Quand on fait de la muscu, surtout au début, on est vraiment attiré par la transformation physique. Même si on veut prendre de la force, c'est vraiment la transformation physique. Quand tu te mets au triathlon, euh, comment tu démarres déjà? Est-ce que tu changes d'entourage? Parce que si t'es orienté musculation, bah t'es entouré de gars qui font de la muscu ou de filles qui font de la muscu. Tu vas dans les salles, donc t'as tout un environnement qui est très muscu. Comment tu fais pour démarrer le triathlon? Est-ce que tu achètes un bouquin, je sais pas, la Bible du triathlon de Joe Friel, ou tu vas un peu comme ça à l'arrache, tu te rapproches d'un club? Comment ça fonctionne? Attends, j'enlève juste mon pull. Pas de souci. Ok. Alors déjà, d'un point de vue de l'entourage, euh, je suis assez solitaire, donc c'est pas ça qui m'a restreint le plus. C'est vrai que si j'allais à la salle, que j'allais checker tout le monde, que je fais salut Thierry, ça va, ouais machin, la famille. Non, c'est pas trop la manière dont je fonctionne. C'est vrai que assez renfermé dans mes pratiques. Donc le fait de m'y mettre, alors j'étais accompagné de ma conjointe, ce qui a quand même pas mal aidé dans un premier temps pour partager certains entraînements. Euh, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Bah, on essaie, bah, comme tout le monde, on essaie enfin, j'espère, on essaie de se renseigner un petit peu, de se voir ce qui se fait. On teste aussi pas mal, c'est-à-dire que, bah, on sait qu'il faut rouler, courir et faire de la natation. Donc, on roule, on court, on fait de la natation, un peu n'importe comment dans un premier temps, mais ce qui compte déjà, c'est de faire. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de faire mieux, mais ce qui compte, c'est déjà d'agir. Et après, ouais, bah, de toute façon, la Bible la Bible du triathlon de Joël Friel, c'est vraiment le classique. Hein. Il venait d'être traduit au moment où je m'y suis mis, donc j'ai sauté un petit peu sur l'occasion, comme par exemple Jack Daniels Formula, qui est un incontournable en course à pied, mais qui peut se décliner en réalité dans sa méthodologie. On va en reparler Euh, après, justement.
Ok. Bah voilà, ouais, donc on commence par faire. Et ensuite, on essaye d'améliorer. Donc, améliorer, c'est regarder des vidéos. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, hein. On essaye de lire des articles. Et encore, pas très articles de mon côté. C'est pas le média que je préfère. Et puis, on essaye de se renseigner sur des livres. Et puis, petit à petit, on se fait sa petite popote. Après, j'ai fait un master enfin, j'ai fait déjà STAPS en licence. Et après, j'ai enchaîné par un master un peu plus tourné vers la physiologie de l'effort. Donc, j'avais des bases théoriques qui ne demandaient que à être appliquées, mais de la même manière, hein. C'est-à-dire que tu commences par appliquer, tu commences à appliquer très mal. Et puis, quand après, tu confrontes la réalité du terrain vis-à-vis de l'imaginatif théorique, tu finis par trouver un juste milieu, un bon compromis. Est-ce qu'à tes débuts en triathlon, donc je sais que tu t'étais fixé directement l'Ironman, est-ce que tu arrêtes complètement la muscu ou tu continues en même temps? euh, Est-ce que t'as pas peur de perdre ton physique à ce moment-là, entre guillemets? Alors, il faudrait que je me replonge un petit peu à l'époque, mais je continue de m'entraîner dans un premier temps parce que euh, l- l'entraînement en triathlon, c'est pas du jour au lendemain 20 heures, hein. Au début, tu t'entraînes 3 fois par semaine. T'as l'impression que c'est le bout du monde, que t'en fais énormément, que t'es athlète de haut niveau limite. Et puis après, de 3, tu passes à 6. Et puis après, plusieurs mois plus tard, tu passes à 7, 8, 9. Et puis 6 ans plus tard, t'es à 16. Donc c'est quand même un processus long. Ce qui fait que dans un premier temps, tu arrives à maintenir ça avec un entraînement de musculation. Euh, et après, tu te laisses surprendre, c'est-à-dire que tu as une semaine où tu as 5, 6 entraînements dans la semaine, et puis forcément, tu diminues ton nombre de séances de muscu, et puis à un moment, tu les fais plus. Tu as une semaine où tu l'as raté, tu dis, ah c'est pas grave, je reprendrai la semaine suivante. Puis la semaine suivante, c'est chiant parce que tu as arrêté une semaine, donc tu as des courbatures. Donc tu forces, et puis au bout d'un moment, ton corps mentalement abandonne, ce qui te ralentit un petit peu, et tu as tendance à arrêter totalement ta pratique de la musculation. Surtout que on pourrait dire la musculation trop cool, ça peut servir de préparation physique, il peut y avoir un transfert, on peut avoir des gains de force, de raideur, de trucs de machin, mais on ne pratique pas la préparation physique comme on pratique la musculation, pour la simple et bonne raison que la musculation a une fin en soi qui se suffit. Donc tu pratiques la musculation dans le but de te muscler, et tu pratiques la préparation physique au service de la pratique que tu veux améliorer. Donc c'est pas du tout le même rapport à ce sport. C'est le même outil, mais tu t'en sers pas de la même manière. Ce qui fait que enfin moi en tout cas dans un premier temps, j'ai pas réussi à l'adapter pour faire cohabiter les deux et garder des niveaux de force minimum. Donc ouais, ça s'est fait progressivement et puis il y a un moment où j'ai arrêté. Combien de kilos t'as perdu entre ta période de muscu et ta fin de période de triathlon? Si tu pars du principe que j'étais moins sec à la fin du triathlon, Ah merde. ce qui peut paraître bizarre, je pense que j'ai perdu, alors sur la balance, 6 kilos, mais je pense 10 kilos de muscle, je pense. Ok, parce que de mémoire, tu me corriges, mais tu faisais 90 kilos quand tu faisais de la muscu, donc tu es descendu à Ouais, 84? ouais, c'est ça. Euh, Au plus bas, à un moment, j'étais à 82, mais ça, c'était déjà il y a quelques années. Ça, je ne suis plus assez robuste envers ma nutrition pour réussir à descendre aussi bas. Mais c'est courant ce gabarit en triathlon de faire 1m90, 84 kilos? Tu vois, extérieurement, quand tu n'y connais rien, moi je me dis putain, c'est vachement lourd, quoi. T'as pas du tout le gabarit triathlon. Je sais pas, Rudy, c'est normal de faire, je sais pas combien tu fais, 1m80 à 95 kilos pour du kayak? Ouais, bah bien sûr, bah justement, pour ceux qui connaissent C'est pas le vrai? kayak. Ouais, bien sûr, bah Ok. il y a des mecs beaucoup plus balèzes que moi. En fait, le kayak, c'est un sport pour les grands, qui ont des très longs bras. Donc, tu parlais de l'envergure dans le podcast avec Sean, comme quoi tu ressemblais à un singe, donc moi, ce que j'appelle un gorille dans la méthode super physique. Mais en fait, pour te donner un ordre d'idée, les champions de kayak, selon les manuels de la Fédération internationale, ils ont une envergure de plus 13 par rapport à leur taille. Donc, Oui, qu'est-ce que j'ai foutu à faire du triathlon pendant tout ce temps là? Je vais ben me ramener à ouais, Annecy pour aller faire du kayak avec toi. ben bien sûr, viens faire du kayak ou sinon ou sinon de l'aviron. J'ai pas encore eu Mais les trucs sur l'aviron dessus, mais c'est un peu la même chose. Il faut des longs bras et les gars, bah, plus t'es grand, plus t'as des longs bras, plus t'es grand assis entre guillemets, plus t'as un long buste. Donc en plus, je crois que c'est pas mal ton cas. non, Euh, non, j'ai un tout petit bus, c'est ah merde, extrêmement long. C'est pour ça ah que je suis très merde, bon en course à pied. ah merde, t'es fourré. T'es un Kenyan blanc quoi. Et non mais tu vois, les longs bras, ça sert à fond. Et ouais, t'as des mecs au kayak qui ont des physiques vraiment incroyables. Et même en France, je les vois à côté de moi, je dis putain, les mecs sont énormes, alors que moi, bah, je fais que maigrir. Mais c'est pas ma nature d'être hyper musclé. J'ai vraiment dû forcer la nature pour ça.
Et t'as des gars vraiment super balèzes. Et au niveau international, bah encore pire. Alors après, il y a des questions de dopage ou autre, mais ouais, justement, c'est assez courant. C'est assez courant, ouais. Ok, Donc, bah écoute, qui l'eût cru? ouais, je passe pas Bon, trop pour un ovni. Je passe pour un ovni auprès de certains, parce que c'est des exceptions qui sont très musclés. Mais à côté des champions, bah je me mets à côté. On pourrait croire que je fais partie d'eux, quoi. Sauf quand je suis sur l'eau. Là, à côté d'eux, j'avance pas, quoi. sur la terre ferme, ça va. Sur l'eau. Voilà, voilà, je peux faire illusion. Bah pour répondre, bah tu as vu mon Strava en ce moment, c'est-à-dire que tu vois sur 70.3 donc sur semi-Ironman, mon record par exemple en course à pied, c'était le semi, le courir en 1h20. Bah là, tu vois, je peine à courir mes endurances fondamentales en 5:30, 5:45 et puis je suis vraiment au rupteur niveau cardio, tu vois, c'est-à-dire que vraiment si je Ah, c'est monte vrai, au-dessus, je sais t'es que vraiment mort? Ah, je crois que tu faisais comme ça, sans ah fatigue. non, vraiment c'est ma zone. Donc Ah ouais, ah donc tu putain. disais que c'était pour toi contre nature d'être très musclé. Je pense que pour moi c'est contre nature d'être très endurant. Et donc c'est quelque chose que je perds assez vite quand je l'entraîne pas de manière très assidue et très méthodique. Donc oui en fait là tu vois depuis 4 mois. Alors en plus il y a eu des petits couacs qui se sont mis en travers etc. Et donc ouais j'ai énormément régressé. En fait bah c'est ça mon niveau tu vois. Les gens en fait on se rend pas compte à quel point l'entraînement, ça marche. C'est bizarre de dire ça, mais alors pour certaines personnes, les chronos que j'ai fait sur triathlon, au vu de l'investissement que j'y ai mis, ça reste ridicule. Tu vois, c'est-à-dire que pour eux, ils se disent, ben en fait, je fais quasiment les mêmes chronos et je m'entraîne quand même beaucoup moins. Mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point je suis pas fait pour ça. Et donc là, le fait d'avoir arrêté entre guillemets et d'essayer de reprendre et et bah tu vois que ouais, le corps revient sur ses bases, on va dire. Ah ouais, putain, moi je croyais que t'étais vraiment facile en fait. Quand je te suis sur ce travail, je me disais, bon, le gars, je te charriais en disant, on va courir ensemble. Je me disais que tu faisais vraiment rien de rien, quoi. Ah ouais, putain, Non, après, ah alors ouais, après, c'est t'as vite perdu, quoi. Ah putain, ça fait mal au ouais. cœur. Après, je pense que si je m'y remettais vraiment, tu Ouais, ça revient, mais as des acquis physiques où bah, le fait d'avoir capillarisé, ta densité mitochondriale, tu as des choses qui sont pas perdues. Tu sais, c'est un peu rouillé, mais le volume explique aussi cela. Hein. Tu sais, quand tu cours 4 fois dans la semaine, entre 30 minutes et 45 minutes, faut pas s'attendre à avoir le même niveau physique que quand tu t'entraînes plus de 20 heures. ah ouais. Quelque part, il y a une justice. Heureusement d'ailleurs. Est-ce que tu t'imaginais devoir t'entraîner autant pour faire un Ironman quand t'as commencé ton projet? Alors qu'à la fin, devoir m'entraîner plus de 20 heures, non. Bah, d'ailleurs, le premier Ironman que j'ai fait, j'étais très loin de ces volumes-là d'entraînement. Euh, Pouvoir m'entraîner autant non plus d'ailleurs, parce que bah le fait que je me suis autorisé à en faire autant, c'est parce que ça se prêtait très bien à mon projet professionnel, personnel. Et puis tu sais, il y avait un narratif. Tu fais un premier Ironman, tu vas sur un deuxième Ironman pour améliorer ton temps, tu te qualifies au championnat du monde, tu fais les championnats du monde. En fait, la trame était belle. Donc devoir non, et d'ailleurs c'est pas obligé, et pouvoir non plus à l'époque parce que bah, quand j'ai commencé le triathlon, je m'imaginais pas une seconde finir bah, là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire 4 mois après les championnats du monde, y avoir participé, être sur un podcast avec Rudy Koya. Tout ça, m'aurait paru bien obscur. Et au début, donc tu commences, tu dis que tu faisais 3 séances par semaine. Ça ressemblait à quoi? Une natation, un vélo, une course à pied? Ouais, grosso modo, c'est ça. Ouais. Aussi simple. Avec des petites variations, tu vois, par exemple, j'ai préparé mon premier marathon. J'ai commencé en janvier, le marathon c'était à Amsterdam en octobre. Donc 10 mois après, bah, tu vois, tu peux partir sur du principe que les trois derniers mois avant Amsterdam, bah, je courais 3 fois par semaine et puis tu avais un petit vélo le week-end, avoir une petite natation. Donc ça monte assez vite, mais et moins de muscu du coup forcément. Mais ça ressemblait assez à ça au début, oui. Et t'as fait combien ton premier marathon? 3h15. Pas si mal. Bah ouais, comme quoi, hein. Eh ouais, Mais pas pour si le mal, coup, pas si mal du tout. mais tu vois, c'est là où la musculation a beaucoup servi parce que t'as beaucoup frappé le mur entre guillemets au 25e kilomètre. Mais de par l'endurance musculaire, je pourrais dire que j'ai eu, c'est vraiment très très dur musculairement, mais j'ai réussi à repousser l'effort très très loin. Et, ce qui fait que en franchissant la ligne après pendant juste en franchissant la ligne, j'étais plus capable de marcher. Donc peut-être qu'avec moins de musculation, tu vois, ça m'a permis à repousser un petit peu. Par contre, ouais, autant je suis pas fait pour l'endurance, autant j'ai quand même des belles prédispositions pour la course à pied. Ah ouais. Courbuste, grandes jambes,
un mollet assez court avec un grand tendon d'Achille. Donc de belles qualités élastiques à restituer. Ouais. Ouais, mais t'as une sacrée entraînabilité, une sacrée marge de progrès insoupçonnée, quoi. J'aurais pas pensé que t'aurais fait 3h15 à ton premier. Ah ouais, c'est. Et suite à ça, parce que on y reviendra peut-être après, mais aujourd'hui, et ça fait même un petit moment que t'es coach. Avant, t'étais même coach en entreprise, plus sur la muscu, tout Mhm. ça. Euh, Est-ce qu'à un moment dans ta progression, t'as pris un coach? Jamais. Pourquoi? Je... Pourquoi ouais, je sais. voilà, pourquoi d'avoir pris de coach? Parce qu'on aurait pu imaginer, alors je sais pas comment c'était à l'époque, aujourd'hui, moi j'en suis pas mal qui sont coachs de triathlon, qui ont l'air plutôt compétents, de mon point de vue et de ce que je peux voir. Donc on pourrait imaginer que toi, qui étais un peu à faire, à faire sans être sûr de bien faire, tu prennes un coach. Ouais. Sur ces questions-là, alors je veux pas me porter en opposition à ceux qui prennent un coach, mais moi d'ailleurs je trouve que parfois ça peut même devenir une petite mode quand t'es coach de dire que t'as un coach parce que c'est bien d'avoir un coach. Je me demande s'il y Oui, a pas un truc qui se joue là-dedans, c'est vrai, mais c'est euh, vrai. mais alors moi déjà, je pense que j'ai trop d'ego pour accepter de me prendre un coach. Genre, je pense que je pense que je suis incoachable en fait. Genre, je serais très difficile, tu vois. C'est exactement ce que je dis. Tu sais le sportif que t'as qui te casse les pieds tout le temps, machin, qui te fait jamais ce que tu dis. Enfin, en ayant coaché des gens, je vois c'est quoi des gens qui sont chiants à coacher. Je pense que je serais très chiant à coacher. Et j'ai toujours, en fait, alors dans un premier temps, et je fonctionne toujours un peu comme ça. J'ai envie de faire par moi-même. Euh, alors, rien n'empêche de discuter avec des gens plus intelligents que toi pour essayer d'apprendre et de gagner du temps, hein, parce que sinon, juste c'est très très long et t'es jamais optimal. Mais j'ai envie de faire par moi-même pour voir, pour tester, pour faire des trucs, et seulement dans un second temps, regarder ce que font les autres. Ce qui fait que tu vois, par exemple, là, et encore aujourd'hui, j'estime pas avoir bien fini ma méthode et elle est en constante évolution. Mais tu vois, ça serait intéressant de me faire coacher, je sais pas, ou de suivre quelqu'un qui se fait coacher par quelqu'un qui a une méthode diamétralement opposée pour voir comment lui fonctionne. Mais en fait, j'aurais même pas envie de me faire coacher pour toutes les raisons que les coachs disent habituellement. Oui, c'est une charge mentale en moins, etc., etc. J'aurais juste envie de me faire coacher pour, comme un vampire, tu vois, sucer la méthode, voir comment les gens fonctionnent, et ça serait vraiment dans ce but-là et aucun autre. Ouais, mais moi, c'est exactement ma démarche aussi. Donc, c'est assez drôle. Moi, j'ai déjà pris des coachings, mais pas en muscu, mais sur d'autres trucs. Et en fait, c'est pour voir comment fonctionne la personne, quelle est sa réflexion, pour m'en inspirer, pour moi, justement, me dire, alors, il marche comme ça, voici sa logique, comment moi je peux l'intégrer, est-ce que je vois pourquoi il fait ça? Et Exactement. ouais, c'est exactement comme je fais. Bah, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Euh, je reviens sur l'entraînement. À partir de quand tu pratiques ce professionnalisme pour le triathlon? Parce que là, tu es à 3 entraînements, tu as un vélo, en gros, plus une natation pour ton marathon, tu es à 5 entraînements par semaine. C'est pas beaucoup. C'est pas Ouais. beaucoup. Tu sais, ça me paraît léger. À partir de quand tu te dis, je vais devoir augmenter le volume et comment ça se passe? Est-ce que Mhm. déjà, tu fais tout sur dehors? Est-ce que tu fais tout dehors ou en piscine? Alors, je fais tout en piscine. Et d'ailleurs, je pense que 98% de toutes mes préparations se sont faites en piscine. J'habite en Île-de-France, donc j'habiterai à Annecy. Crois-moi, j'irai me faire ma petite sortie longue de natation tous les jours dans le lac. Mais non, non, quand t'as un... Je sais plus ce que... Alors si, je pense sur mes premières Alors sur mes premières préparations, non, mais sur ma deuxième préparation d'Ironman, par exemple, je faisais beaucoup de zone 2 sur des intervalles très très longs. Euh, en piscine. Donc, quand tu dois nager 3000 mètres de bloc sans t'arrêter en piscine, c'est très long. J'espère que c'était une olympique. Ouais, c'était au moins 50 mètres. Et puis, c'était l'été, donc ça va, piscine découverte, tu bosses un peu ton bronzage, t'essayes de mêler l'utile à l'agréable. Mais bon, ça fait quand même très, très loin. Euh, donc, comment est-ce que ça se passe? Au cours de 2018, donc la deuxième année de pratique, il y a l'Ironman qui va arriver en juillet, il me semble. L'Ironman de Nice. Donc le volume commence à augmenter déjà. Je crois que la plus grosse semaine que je fais à l'époque, c'est 17 heures en pic. Ah ouais, là, t'étais vite monté alors 17 heures. Ouais, ben après, alors en fait, il faudrait que je regarde, mais je pense que pour le marathon, ouais, je devais être à 6 séances par semaine, je pense. Et puis entre 6 et j'ai dû monter à peu près 7, 8, 9 au cours de l'année suivante.
Après, ça se fait assez progressivement en réalité. Et puis, en fait, 16 heures, ça fait beaucoup dit comme ça, mais déjà, quand tu tapes 6 heures de vélo le week-end et une sortie de 4 heures en semaine, t'as déjà 10 heures de fait. Donc, sur seulement 2 entraînements. Parce Ah, que mais c'est le vélo, en fait. 6 heures de vélo, faut les faire. Tu te rends compte? Je reviens sur cette notion de plaisir. Rester 6 heures le cul sur un vélo alors que t'aimes pas trop le truc et que t'es plutôt solitaire. Et t'étais accompagné ou en plus t'étais tout seul sur ton home trainer c'est quoi cet enfer? Alors, je suis en train de décrire l'enfer à Rudy. Il ne comprend rien, ça ne fait aucune logique. Euh, alors, ce que j'avais fait pour cette sortie longue-là, j'habite en région parisienne et c'était un aller-retour à Chartres. Donc, j'avais au moins, alors j'y étais allé tout seul. D'ailleurs, très marrant parce que euh, j'avais essayé une première semaine, j'avais pas trouvé le chemin. Donc, j'étais rentré chez moi et j'avais dû faire 5 heures, 5 heures et demie. Et j'ai dû y retourner la semaine suivante en ayant plus conscience du chemin à suivre pour arriver jusqu'à Chartres. Ouais, c'était assez marrant. Et en fait, après, sur toutes mes préparations, ça faisait un peu un pèlerinage. J'ai dû y aller 4 ou 5 fois à Chartres à vélo. Et seulement une fois accompagné d'abonnés qui me suivaient. Je leur ai demandé de m'accompagner parce que, bah, comme tu dis, à plusieurs, malgré le fait que je suis assez introverti, une petite sortie de 6 heures à plusieurs, ça passe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Bah ouais, tu m'étonnes. Sinon, c'est l'enfer. 6 heures sur un vélo tout seul. Putain, en plus. Mais ça a pas Ouais. changé. En fait, c'est pour ça que, en soi, le triathlon, alors, euh, là, courir 30 minutes en course à pied, c'est vraiment plaisant. Tu vois, 30 minutes, c'est plaisant. T'es dans ton effort, tu sais que ça fait du bien à ta santé en plus. Tu te mets un petit podcast, 30-40 minutes, franchement, c'est cool. Ben ouais, en fait, c'est quand la sortie longue de course à pied, elle fait 2 heures et demie, quand le vélo, il dure 6 heures. En fait, c'est là où ça commence à être un peu chiant. Donc, tu vois, je pense que je referai du triathlon. Là, juste, je fais un break parce que même professionnellement, ça me laisse plus de temps. Tu t'imagines bien qu'on t'entraîne en plus de 20 heures dans la semaine, surtout en endurance parce que bah, ça prend énormément d'énergie cognitive. Ah oui, non, Euh, mais t'as pu réfléchir. Moi, je vois quand je fais deux ouais, séances je fais souvent 2 séances dans la journée en ce moment. Je fais exprès de les caler. Moi, je bosse du matin. Et donc, à partir de 13h, 13h30, j'attaque ma journée d'entraînement, quoi. Mais comme ça, j'ai pu bosser avant. Si je fais une matin, une l'après-midi, c'est mort. Là, je fais plus rien, là. Là, je peux pas bosser, je peux pas bosser. Je peux faire mes trucs classiques, mais je peux rien développer, quoi. bah regarde, tu te fais une petite course à pied le matin, tu te fais une petite natation le soir, et puis comme tu peux rien faire entre les deux, tu te fais un petit vélo. Et voilà. Et là, t'es nickel, t'es triathlète en fait. Tu suis le bon processus, Rudy. Mais ouais, parce que de toute façon, tu comprends bien que tu t'es fatigué avant de faire la séance, mais durant la séance, vu que tu fais plutôt, et on va y revenir un peu après quand on parle d'entraînement, comme c'est plutôt de la basse intensité, finalement, tu as toujours l'énergie pour la faire presque, quoi. C'est Donc, ça. Oui, oui. Alors après, oui, et puis surtout, enfin, tu fais attention à certains critères, tu vois, ton ressenti d'effort, comment se comporte ta fréquence cardiaque. En fait, t'es fatigué, mais c'est une fatigue c'est jamais dans des extrêmes. que tu peux assimiler, quoi. Tu vois que Ouais, voilà. le lendemain, on en reparlera, mais tu fais ton HRV, tu dis, bon, bah, ça va, béton. C'est ça. Bah, moi, je prends pas mon HRV, qui pour le coup est une donnée assez intéressante, mais je le prends pas pour différentes raisons. Euh, et, euh, et ça se passe quand même bien. Mais oui, en fait, c'est les mêmes logiques. C'est les mêmes logiques. En fait, le plus dur, c'est de pas se surentraîner. Ouais, ouais, bah, je sais bien, car moi, à l'inverse de toi, je sais pas si on peut dire ça, mais moi, j'aime beaucoup, j'adore m'entraîner, j'ai vraiment un plaisir à m'entraîner et le progrès, c'est la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, j'adore ce truc-là. Et moi, j'ai toujours tendance à en faire trop, tu vois, vraiment, à vouloir en faire trop. Alors après, Hmm. j'arrive à garder un pied, comme moi, bah là, c'est le kayak et que je suis pas spécialement compétiteur. Voilà, je m'entraîne pour moi mes objectifs, donc j'arrive à compartimenter. Mais c'est vrai que s'il y avait 3 épreuves, en fait, je passerais mes journées à m'entraîner, quoi. C'est sûr que je deviendrais fou, quoi. Je deviendrais fou. J'aurais trop envie de m'entraîner, quoi. J'aurais trop envie. Effectivement, je pense Bah que ouais, et puis en plus, enfin, le sport, c'est vraiment un des endroits où tu sens le plus que tes actions ont une conséquence. Donc t'as une bonne émulation. Et puis je pense toi comme moi, on doit être assez bon. On a des bonnes prédispositions dans le sport, dans le sens où on peut être très vite multisport. Euh, donc on y trouve beaucoup, beaucoup de plaisir dans l'accomplissement là-dedans. Alors maintenant, j'aimerais vraiment parler, rentrer dans le vif du sujet, savoir l'entraînement en triathlon. Et je vais commencer par une question à laquelle j'ai entendu une réponse et je voudrais avoir son avis. Euh, En tant que newbie, moi, je me dis que si on fait du triathlon, on doit s'entraîner en natation comme quelqu'un qui fait de la natation, on fait du vélo comme un cycliste, et puis on fait de la course à pied comme un type qui court, qui fait de la course à pied. Et j'ai cru comprendre que finalement, l'entraînement était vraiment différent par rapport aux spécialistes de ces disciplines.
Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu conçois comme ça aussi? Alors, n'ayant jamais été pur coureur, pur cycliste, pur nageur, je ne vais que imaginer ce que font ces sportifs-là pour essayer de trouver des différences. Après, enfin pour moi, les méthodes d'entraînement sont les mêmes. C'est-à-dire que ça va juste, alors je pense se jouer sur deux axes vraiment très précis. Mais en fait, sur un entraînement, je te donne n'importe quoi, mais 75% de l'entraînement pour moi devrait être assez similaire. Et c'est sur les 25 autres pourcents que ça va se jouer pour coller à la spécificité de l'activité. Mais d'un point de vue de développement physiologique, en fait, tu n'as rien de physiologique, tu n'as aucune compétence physiologique qui va s'acquérir d'une manière différente juste parce que c'est du triathlon. Je sais pas si ça c'est très clair. Si, mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc après, là où il y a des ajustements, de mon point de vue, bah en plus, comme j'entraîne beaucoup alors pour des amateurs en course à pied pure, je vois une différence majeure, c'est que en triathlon, comme tu as trois sports et que tu dois réaliser des intensités dans les trois sports avec différentes proportions en fonction de tes focus, euh, je pousse beaucoup moins les difficultés de séance, par exemple en course à pied, à niveau égal. C'est-à-dire que en fait, un triathlète qui va courir 1h20 ou 1h15 sur semi-marathon, très souvent, il va faire des séances en réalité en course à pied plus faciles, non pas en vitesse, mais souvent en volume, que quelqu'un euh, qui va courir le même chrono, mais qui va faire que de la course à pied. Ça s'explique assez facilement, c'est que en fait, la personne court moins. Donc, si tu pars du principe que l'intensité se mérite, Pas mal. il y a quelque chose qui doit être vu là-dessus. Donc souvent, en fait, il y a un petit truc qui se joue là-dessus, sur la quantité de stress que tu t'imposes, parce que tu dois le répartir entre trois sports et que tu dois le faire intelligemment et que tu dois fixer des focus en fonction de ce que tu veux privilégier. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, et c'est souvent plus à ça qu'on va penser, c'est pour s'adapter à la spécificité de la du triathlon, qui est que tu enchaînes les sports. Donc, que tu dois apprendre majoritairement à courir sous fatigue, que tu dois apprendre à rouler sous fatigue aussi. Et c'est vis-à-vis de ça que tu peux avoir des adaptations. Donc, et encore plus, ce qui peut paraître paradoxal, mais de mon point de vue, d'autant plus raccourcis, euh, quand tu raccourcis la distance, parce que quand tu es sur Ironman et que tu descends de ton vélo, en fait, c'est plus le fait d'être en effort sur 7, 8, 9 heures qui fait que c'est difficile, mais tu cours à une vitesse relativement faible. Donc, c'est pas trop choquant. Par contre, quand tu vas être sur distance olympique, par exemple, et que tu vas avoir une vitesse très élevée, là, tu as tout intérêt à porter une attention particulière à cet enchaînement vélo, course à pied, encore plus que sur Ironman, justement parce que comme tu cours très très vite, le choc, là, pour le coup, il est très très violent si tu n'y es pas extrêmement bien préparé. Non pas que s'entraîner à ces enchaînements soit inutile sur la longue distance, bien au contraire, mais c'est une question de proportion. C'est très utile pour la longue distance, mais c'est vraiment l'indispensable de l'indispensable quand c'est très très court. Donc c'est plus vis-à-vis de ça. Donc tu vas avoir des entraînements où c'est enchaîné, où tu vas organiser ta semaine pour arriver sur certains entraînements fatigués. Tu vas classer tes entraînements dans un certain sens pour créer de la fatigue là où tu veux en mettre. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que tu monitores la charge d'entraînement? J'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils, mais il y en a aucun qui me convainc Ah, toi aussi, réellement. t'es réticent au TSS? Ouais, j'ai pas, j'ai creusé un peu le sujet sur pas mal de trucs pour voir. J'ai tous les acronymes en tête, mais il y en a pas un qui m'a convaincu véritablement de manière générale, en tout cas. Est-ce que toi, t'en utilises particulièrement? Euh, Ce qui est marrant, c'est que si tu as une approche de l'entraînement cohérente, donc ça veut dire, qu'est-ce que c'est en fait gérer sa charge? C'est gérer son intensité, son volume, être progressif dans ses intensités, où est-ce que tu veux amener la personne, ce genre de choses. Donc à partir du moment où tu es cohérent dans tes entraînements, quels que soient les indicateurs que tu prends, ça fait des belles courbes. Si tu veux regarder des courbes, ça fait des belles courbes. Donc
Après, la question, est-ce que tu regardes un indicateur? Je suis comme toi, en fait. Tu peux regarder plein d'indicateurs, mais ils ont tous des limites. Tu vois, j'ai parlé du TSS, c'est pour rigoler un petit peu, mais c'est vrai que si tu pars du principe, non, on va pas parler du TSS parce que ce serait trop spécifique. TSS qui est Total Stress Score, qui est utilisé par la plateforme Training Peaks. Mais en fait, ils ont tous des limites. Ou par exemple, si tu veux utiliser tes indices pour délimiter un niveau de fraîcheur à la suite d'un affûtage. Un affûtage, ça va être la dernière période juste avant une compétition où tu vas recréer un peu de fraîcheur. Euh, En fait, c'est pas une science exacte. Tu vois, quand ça arrive à 20, tout le monde n'est pas en forme de la même manière. Quand tu es à -50 de fatigue, tout le monde réagit pas de la même manière non plus. Donc c'est là où les indices ont des limites. Donc personnellement, j'ai pas réussi à trouver pour l'instant un outil qui me satisfait entièrement. À la limite, tout à l'heure, tu m'as parlé de HRV. Euh, c'est celui qui fait à la limite le plus de sens, mais c'est pas une mesure de charge. Tu vois, c'est juste un feedback supplémentaire que tu vas utiliser pour adapter aux besoins et encore. Mais donc ouais, non, non, juste une logique d'entraînement, des logiques de RPE, donc de code de l'effort, et des logiques euh, de feedback d'athlète. Ok, donc vraiment une personnalisation en fait. Je vais caricaturer, mais un athlète, tu vas voir que lui, il peut encaisser peut-être 4 séances intenses par semaine, si on clarifie en 3 zones, en zone 3, et alors que certains, à 2 séances, ils sont rincés, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, C'est frustrant, ça, si on est limité à 2 séances dures. ouais, alors après, ça change avec le temps. Ouais, c'est ça qui est marrant quand tu suis des athlètes, c'est que tu peux partir d'une base commune. D'ailleurs, en fait, c'est souvent ce que tu fais parce que tu as une méthodologie. Donc, tu vas établir un profil sur la personne et tu vas partir du principe que c'est un bon départ de commencer là. Et en fait, en fonction de comment est-ce que la personne répond, qu'est-ce que tu vois, quel feedback la personne te fait, d'un profil de base identique sur deux personnes, tu vas pouvoir aller dans des chemins totalement différents. Justement parce que peut-être la personne a le même profil, mais en fait, elle va avoir une surcharge au travail et le stress qui est créé au travail, le stress c'est du stress, donc ça va impacter son entraînement. Peut-être que euh, pour une raison génétique, j'ai envie de dire, elle est moins capable d'assimiler ses entraînements parce que en fait, on n'est pas tous capables d'encaisser la même chose. Et très souvent, je trouve que c'est trop bien vu dans notre société les gens pour qui le dopage n'est pas un améliorateur direct de performance, mais un améliorateur de nos capacités d'entraînement. Tu vois, tu prends Raphaël Nadal, le mec, il a mal partout sur un match, il se bourre d'anti-inflammatoire et tout le monde est en mode putain, trop génial, le mec, Ouais, regardez, il ouais, retourne au j'ai vu. charbon. Malheureusement, Bah j'ai ouais, vu. mais en fait, la capacité d'être limité par ton corps et la capacité que ton corps a à encaisser une charge d'entraînement, c'est une limite. Donc à partir du moment, il faut l'accepter aussi. Et ça fait partie du jeu. Donc ouais, il y a des gens qui sont plus prédisposés que d'autres à avoir des charges d'entraînement importantes. Tu gardes quand même une colonne vertébrale, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui assimilerait extrêmement bien toutes les intensités, tu lui fous pas 80% d'intensité dans la semaine. Mais là où ça pourrait représenter que 10% dans la semaine, peut-être qu'un autre, en fait, tu pourrais vite monter à 25% assez facilement. Comment tu fais pour établir un profil, par exemple, pour établir ton profil, est-ce que tu as fait des tests d'effort pour déterminer Hmm. des zones? Comment t'as fait? En fait, c'est marrant parce que euh, moi, j'ai une quête dans le milieu de l'entraînement, c'est-à-dire que je suis renseigné sur beaucoup de choses et j'essaye d'en mettre en pratique le moins possible. Et ce que je dis, c'est que faire simple, c'est difficile. Donc, si je mets quelque chose en place, c'est que je sais que ce que ça va m'apporter, enfin, que ça va m'apporter beaucoup plus que le coût de mise en place. Euh, Là, en ce moment, par exemple, on parle beaucoup dans le triathlon de profil physiologique. Mais bien sûr, c'est pour ça que je te titille, parce qu'en ce moment, la mode, c'est Ouais, le SL1 et le SL2 c'est ça. de Donc, lactique. Donc, qu'est-ce qu'on en donc fait? tu vois, pour un professionnel, pour qui chaque pourcentage, à partir d'un moment, parce qu'en fait, quand on dit professionnel, tous les professionnels ne se valent pas. Tu prends les Norvégiens. Alors les mecs eux, ils sont à la pointe du testing. Ok.
Mais parce que les mecs, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont professionnels. Tu vois? Quand leur entraîneur il a commencé à les prendre en charge, ils étaient déjà très bons. C'était pendant ou juste avant l'Olympiade de Rio. Donc les mecs, ils étaient déjà partis du top 20 mondial, si tu veux. Et à partir de là, pour qu'ils deviennent encore meilleurs, on a rajouté une couche par-dessus. Donc là, il faut faire attention aussi parce qu'un professionnel n'en égale pas un autre. Et puis, il y a des professionnels qui sont juste très doués génétiquement et qui ont tout un parcours de vie en tant que sportif professionnel avant de limiter la base, on va dire. Est-ce qu'il faut nécessairement limiter la base avant d'optimiser le reste? Ça, il y a deux écoles, tu vois. Euh, je fais un peu partie dans une certaine mesure de ceux qui disent, bah, si tu commences par tout optimiser, mais qu'en fait tu rentabilises rien à 100%, il y a un moment où en fait euh, c'est pas une logique multiplicatrice, quoi. Mais, Bref. mais bien sûr, c'est pas que je te dis, parce qu'en ce moment, c'est un peu la mode des data. Donc, on a déjà les montres connectées. Moi, j'ai commencé le sport, ça n'existait pas les montres connectées. On avait juste une Mhm. ceinture Polar pour faire une petite pub, voilà, pour la fréquence cardiaque. On avait juste ça. Maintenant, tu as ta montre connectée, tu as tellement de choses dessus, c'est incroyable. Donc, tu as des tests d'efforts. Donc, même moi, je m'y intéresse pas mal, notamment on regarde Sean avec qui on discute souvent. On regarde justement des Norvégiens, de tout ce que je peux regarder. Et je me dis, mais c'est hyper intéressant, mais finalement, comme la mesure de la charge d'entraînement, en fait, chaque mesure a des avantages et des inconvénients qui paraît difficile d'intégrer ensemble. C'est ça. Et alors, tu vois, alors, je vais répondre après spécifiquement à ta question. Euh, mais tu as parlé du HRV tout à l'heure. La mesure du HRV, pour moi, elle est hyper intéressante. Seulement, qu'est-ce que tu en fais de la mesure? C'est-à-dire que tu te lèves un matin, ton HRV, il est mauvais. Est-ce que tu vas adapter forcément la séance? On va toujours te trouver une étude où ça va bien fonctionner, etc. Et puis on va t'en trouver une autre où ça ne fonctionne pas. Euh, Ce qui est intéressant sur la HRV, c'est les tendances. Et en fait, ça va confirmer certains trucs. Parce qu'en fait, tu te lèves, t'es fracassé. Tu vois, je prends l'exemple l'année dernière. J'ai un de mes collègues qui revient du Canada. On fait une séance fractionnée à la descente de l'avion. Le mec, il me dit, ah ouais, mon stress score sur mon Whoop, il est mauvais. Je suis en mode, ouais, il n'y a pas besoin de faire bac plus 5 pour savoir que tu vas faire une séance de merde, tu vois. En fait, il suffit juste d'être un peu cohérent. Et en fait, si t'es à l'écoute de toi, que t'es un peu logique, tu sais déjà beaucoup de choses. Alors après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pas suffisant, on veut aller plus profondément. Ok, ok, pas de souci. Dans certains cas, ça se conçoit tout à fait, mais il faut pas penser que c'est notre limite principale. Tu vois, à partir du moment où ta charge d'entraînement est logique, que tu fais pas de dinguerie à l'entraînement, que ça progresse, que tu sais que ton rythme de progression suit le rythme de progression de ton corps. Alors tu peux dire, mais comment est-ce que tu sais que le rythme de progression de ton corps, bah, c'est très simple. À partir du moment où tu réussis toutes les séances intenses, que tu n'as pas de marqueur de surentraînement, un RPE qui augmente de manière disproportionnée par rapport à toutes les autres, euh, par rapport à toutes les autres variables, une fréquence cardiaque qui descend pour une raison totalement obscure. Tu vois, c'est-à-dire qu'on t'as déjà quand même pas mal d'outils qui sont assez faciles à mettre en place. Donc c'est là où je te disais une question de rentabilité. Tout ce qui est très facile à mettre en place et qui a un gros impact, ça je prends. Tout ce qui a un gros coût de mise en place, mais qui permet d'apporter vraiment que des petits pourcents, je m'y intéresse, mais on verra comment faciliter la mise en place pour que le coût et la mise en place se valent. Euh, tout ça pour dire que vis-à-vis de ton profil, moi je suis assez classique, c'est-à-dire que euh, si tu prends vraiment le simple du simple, tu vas te retrouver avec des logiques comme Jack Daniels. Jack Daniels, c'est un chrono en compétition. Et allez, basta. On va faire des approximations sur tout le reste. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens font, hein. Tu prends ta VMA, tu fais des approximations sur le reste. Bon, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ce que je fonctionne, c'est que je définis des entraînements types à différents niveaux d'intensité. Ce que je vais définir comme ta vitesse limite 5 minutes, ta vitesse limite 30 minutes, ta vitesse ou puissance, hein, limite 60 minutes. Pareil, dès que tu as un chrono en compétition, une puissance en compétition, tu récupères en fait un point sur ta courbe. Combien tu détermines de vitesse limite?
3 sans les allures de course. Alors après, par exemple, si tu prends... Allure de course qui peut être une vitesse limite, tu vois, si par exemple... c'est ce que j'allais exclure. Ok. Parce qu'en fait, si tu prends les professionnels, par exemple, en fait, leur allure en course à pied, leur allure 10 km, leur allure semi se confondent quasiment avec les vitesses limites que je t'ai citées là. Une fois que tu as ces entraînements-là, est-ce que tu peux donner un exemple? Donc, on reprend cet exemple-là. Vitesse limite 5 minutes, vitesse limite 30 minutes, vitesse limite 30 minutes. Qu'est-ce que tu détermines comme entraînement avec ça? Si tu veux une séance, on va donner des séances équivalentes dans chaque. Ok. Vitesse limite 5 minutes, tu vas faire un 10 fois une. Vitesse limite 30 minutes, tu vas te faire un 7 fois 3. Repos 1,5, donc repos 1,30, voire repos 2. Et vitesse limite 60 minutes, tu vas faire un 5 fois 5, voire 6 fois 5. Repos entre 1,5 et 1 tiers. Ok, donc là, si je te suis, ta vitesse limite 5 minutes, tu vas faire 10 minutes d'effort finalement si tu vas faire 10 fois une. Donc tu vois, tu vas fractionner. Mais sur les autres, vitesse limite 30 minutes et 1 heure, tu vas faire beaucoup moins. Beaucoup plus, du coup. Oui, non, mais je veux dire, 21. Tu fais 21, mais c'est un truc que tu peux tenir 30 minutes. Alors que l'autre, tu as fait 10 minutes alors que tu pouvais tenir 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça faudrait peut-être rentrer dans des logiques physiologiques, et comme je me suis pas préparé à cette question particulièrement, j'aurais peur de dire des conneries. Ok. Non, mais parce que dans ma tête, donc je te pose des questions parce que pour moi, ça ressemble beaucoup justement. Je relis le bouquin de Jack Daniels là justement en ce moment que j'avais lu il y a un petit moment et ça m'a l'air de ressembler beaucoup à ce que lui, à ce qui est en plus la tendance actuelle des personnes que j'estime dans le milieu, à savoir soit déterminer une puissance critique ou une vitesse limite. Et à partir de là, tu cales les entraînements par rapport à ça. Déjà, c'est très intéressant parce que, en fait, tu crées, en fait, t'as ta valeur de puissance critique. Qu'est-ce que t'en fais de cette puissance critique en soi? En fait, parce que, en soi, la vitesse critique, elle va te renseigner sur pas grand-chose à part sur elle-même. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être de la placer sur cette logique de courbe de puissance, de courbe record. C'est-à-dire qu'une fois que tu la places, tu peux même changer. C'est-à-dire que si moi, par exemple, ma puissance critique, elle tombe à une vitesse limite de 40 minutes, ça va être intéressant de garder mon 30 minutes, 60 minutes dans laquelle j'ai une expertise. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une expertise. Parce que j'ai une valeur qui est au-dessus, j'ai une valeur qui est en dessous. Si par contre, ma vitesse critique, elle va tomber à 20 minutes, par exemple, peut-être que tu as incorporé de la vitesse limite 15 minutes pour une raison X ou Y, pourrait avoir son importance. Je te donne différents. Je dis pas que ce que je suis en train de te dire, c'est une vérité. Je suis en train de te dire que d'un point de vue méthodologique, tu peux adapter cette logique d'entraînement vis-à-vis de ce que tu trouves d'un point de vue test. Et là, ça fait beaucoup de sens. Tu vois, parce que si tu fais ta vitesse critique pour faire après un entraînement à cette vitesse critique ou juste en dessous ou juste au-dessus, c'est très bien. Mais sur quelle base d'entraînement tu le fais? Et pourquoi est-ce que pour moi, cette base d'entraînement, elle est importante? C'est parce que, et tu parlais de profil tout à l'heure, quand j'ai une expertise sur la vitesse limite 30 minutes, la vitesse limite 60 minutes, j'attends à la puissance que j'aurais sélectionnée un certain ressenti d'effort, euh, une certaine amplitude de fréquence cardiaque. Et donc, quand j'ai mon format de séance, qui est une variable, quand j'ai ma fréquence cardiaque, ma puissance et mon ressenti d'effort, j'ai 4 variables qui vont me donner un feedback sur est-ce que la séance est facile, trop dure? Est-ce que je peux augmenter? Et le je peux augmenter est important parce que, en fait, on parle souvent de test. Et le problème du test, c'est que si on se fie uniquement au test, le seul moment où on s'autorise à monter des valeurs à l'entraînement, c'est en retestant. Et personnellement, tu vois, c'est comme en musculation. Si à chaque fois que tu devais augmenter tes poids, tu devais refaire un RM, c'est chiant. Donc, en fait, il faut bien quelque part que sur ton 4x12, tu aies un feedback. Ou ton 4x10, ce que tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, bah ouais, ok, là, je sens que j'ai progressé, je sens que je peux rajouter un petit kilo, un petit 2 kilos, petit 2 kilos et demi. Voilà, tu vois, le problème de la musculation, c'est que t'as pas le cardio, donc on t'enlève t'as juste la charge, et le RPE. Mais donc, une fois que t'as ça, ça te permet de d'affranchir des tests sur une certaine période de temps, ou en fait,
Juste, tu vas regarder la personne, comment est-ce qu'elle assimile son entraînement à cette allure-là. Tu vois, une fréquence cardiaque qui diminue, mais un RPE qui diminue aussi. Euh, à l'inverse, tu vois, on sent que ça bouge pas trop. Enfin, il y a différents profils et c'est là où tu vois un peu comment se comporte la personne. Est-ce que Et c'est pour, et attends, j'ai fini juste en disant, excuse-moi, que c'est justement pour ça que je dis que moi, chaque séance est un test en soi. C'est parce que chaque séance, en fonction de comment elle est réalisée et des inputs et des outputs que tu peux analyser, chaque séance te renseigne sur là où est-ce que tu en es sans avoir besoin de refaire un test supplémentaire. tes tests, c'est justement un test, alors je prends tes exemples, un test sur 5 minutes, un test sur 30 minutes, un test sur 60 minutes? Non, 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 non. D'ailleurs, bah, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est si tu lis la logique de puissance critique avec la logique de ce que je viens de te donner, tu peux faire un format classique en faisant un test limite sur 5 ou 15 minutes, un truc classique entre 3 et 12 minutes, par exemple, ce qui est le deux formats de testing les plus répandus, je pense, sur la puissance critique. Tu peux même faire un effort max si jamais tu veux vraiment affiner ta courbe. Et à partir de là, en fait, tu peux déterminer quasiment une amplitude de ce que va être ta vitesse limite 30 minutes, ta vitesse limite 60 minutes, en reformant en fait une courbe de puissance record. Mais ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que la personne se comporte sur la séance. Je sais pas si c'est très abstrait la Non, non, manière non, de. je suis en train d'intégrer. Donc pour moi, là, ça veut dire que quand tu fais du triathlon, en fait, tu as des courbes différentes en fonction de la discipline. Donc tu as une multitude de tests à faire, peut-être de manière plus ou moins régulière, je sais pas, tous les 6 mois, tous les 1 an, ou bref, comment tu paramètres l'entraînement. Mais c'est propre à chaque discipline. Alors ça c'est sûr et certain. Mais tu vois, si tu tires et c'est là où je me suis beaucoup amusé. Si tu tires le processus jusqu'au bout, euh, tu es capable de même ne faire aucun test. Juste en partant du postulat de base, chaque séance est un test en soi. Donc chaque séance, Alors, tu la mets sur ta alors, courbe après. ouais. Alors après, par contre, il y a des cas très particuliers sur des débutants ou des gens qui n'ont jamais pris de feedback, où là, tu es obligé de tester parce que tu n'as même aucune notion de leur fréquence cardiaque maximale. Tu as des trucs où en fait c'est trop limitant pour... Ou alors, par exemple, des gens... je prends l'exemple d'un professionnel, par exemple, ou alors d'une personne qui a... T'as pas le temps de jouer, on va dire, tu vois. Non pas que tu perdes du temps à jouer, mais ça prend du temps en tout cas. Et là, pour le coup, tu dois faire des tests. J'ai pas de fréquence cardiaque maximale, ça m'embête. Comment tu détermines la basse intensité avec ces vitesses limites? C'est quoi la basse intensité? C'est ce que je tiens sur 1 heure, sur plus? Voilà, c'est très intéressant parce que c'est justement là une clé de voûte euh, et peut-être on pourrait dire une limite, soit de ma méthodologie, soit de l'état des sciences. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, j'ai pris très récemment un exemple. On me disait comment est-ce que on délimite, comment est-ce qu'on définit sa zone 1 en course à pied. Et j'ai dit, alors faudrait pas que je me paraphrase non plus, mais j'ai dit c'est intéressant de considérer que le calcul classique de dire 75% de fréquence maximale va euh, correspondre à la réalité de De 90% des individus, tu as dit. 90% des gens, exactement. Ouais, ouais, Je peux te paraphraser si tu veux. ça marche. Mais là, en fait, c'est ce que, en fait, il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Et c'est là où après, bah, l'entraînement, soit tu pousses des raisonnements, soit juste tu fais un test en labo, ou alors tu fais un test HRV, ou alors tu fais un test DF1 alpha, je sais plus c'est quoi le. Bref, C'est DFA alpha 1 de mémoire. c'est ça. Euh, Comme ça, tu as une valeur. Bon, bah, c'est très très bien. La question, c'est est-ce que la valeur, en réalité, parce que tu mesures quelque chose, représente une plus grande réalité que si je te dis 75% de fréquence cardiaque maximale. Et je vais te donner mon raisonnement. C'est simplement que si j'ai mon ressenti d'effort, si j'ai euh, ma fréquence cardiaque, si j'ai
On pourrait prendre même une autre variable aussi bête que la manière dont tu respires, quelle pour le coup, tu peux en avoir conscience assez objectivement. D'ailleurs, c'est Inigo San Milan qui l'explique, ou en mode, c'est comme si tu discutais. En fait, c'est pas aussi calme que là, mais c'est pas non plus embêtant pour tenir une discussion. Bref, si tu prends toutes ces valeurs-là, quelqu'un qui va être soit non accoutumé à l'entraînement polarisé, parce que si tu me poses la question de la basse intensité, c'est que c'est dans une logique de vouloir s'entraîner à basse intensité, donc c'est dans une logique soit d'entraînement pyramidal, soit polarisé. Quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre d'entraînement, ou alors quelqu'un qui est désentraîné, à 75% de fréquence cardiaque maximale, il y a forcément euh, un critère qui va pas aller. Et donc en fait, après tu peux observer les tendances, tu sais que des débutants, ils vont avoir par exemple, tu vas plutôt baisser, tu as 65-70, et quand tu vas regarder sur des athlètes entraînés, tu vas vite tomber aux alentours de 78-81%. Donc après c'est des tendances encore une fois 90%. Mais qu'est-ce que tu cherches avec ta basse intensité? C'est ça aussi. C'est-à-dire que je fixe 75%. Pourquoi est-ce que je fixe 75%? Parce que ça m'assure que la personne ait une intensité assez faible pour que mécaniquement, je parle de la course à pied principalement, euh, elle soit, elle se préserve. Et donc, si elle se préserve, elle va pouvoir courir longtemps. Longtemps, non pas en durée sur la séance, mais semaine en semaine, mois, mois, année, année. Si elle peut s'entraîner plusieurs années, alors elle progressera. Alors, même si j'ai surestimé sa valeur de 75%, en fait, elle finira par rentrer dans le rang. Là où mon raisonnement est limitant, c'est que pour un amateur, ce que je te décris, en fait, est largement suffisant. Parce que mécaniquement, il sera préservé, parce que avec fréquence cardiaque RPE, sensation de respiration, tu as un très très bon feedback. Après, il y a des gens qui sont très très durs à l'effort et là, à ce moment-là, ils font un peu chier, mais, mais c'est des cas particuliers. Quand tu vas rentrer chez des gens qui ont peut-être des attentes un peu plus élevées, amateurs ou professionnels d'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller mesurer d'autres choses. Tu vois, quelqu'un qui va faire un Ironman, parce que pour moi, par exemple, même sur marathon, les gens brûlent que des graisses, que des glucides quasiment, hormis les débutants. Tu prends Eliud Kipchoge, je pense qu'il est quasiment à 100% de glucides consommés. Donc, baser sa basse intensité sur ton fat max, est-ce que ça a un réel intérêt? Je pose une question. Sur un athlète d'Ironman, là, pour le coup, peut-être que ça va être intéressant. Donc, ça veut dire que si tu es un professionnel, tu vas pouvoir baser ta logique de basse intensité sur la même logique qu'Inigo San Milan en contrôlant ton fat max. Comment tu le contrôles ton fat max? Alors, le fat max, alors c'est par calorimétrie indirecte. Après, il faudrait prouver que le fait de s'entraîner à fat max améliore de manière considérable ta quantité brûlée des graisses, contrairement à d'autres types d'entraînement. Après, Ouais, je pose cette question parce que je vois un peu des trucs passer, mais pour moi, c'est un peu le mais, foutoir, quoi. Hein. mais J'ai en pas fait, en l'impression que fait, ce soit moi, très clair, quoi. moi, c'est mon problème. C'est-à-dire que là, les gens, ils vont se dire, oui, mais ils cherchent à tout simplifier. Mais oui, mais parce qu'en fait, si tu cherches tout à simplifier, tu gardes l'essentiel. Et donc, peut-être que tu vas être en retard sur certains trucs. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, euh, genre, entraîner des amateurs, on va dire, mon domaine d'expertise, tu vois. Mais, tu vois, tu prends la calorimétrie indirecte. Ça voudrait dire que c'est une science exacte. Ça voudrait dire que la méthode dont on calcule dans une cellule ce qui est consommé n'est représentée au niveau de la respiration que avec une quantité inspirée-expirée d'O2, inspirée-expirée de CO2. Que il n'y aurait pas de logique d'hyperventilation. Et d'ailleurs, il y a certains chercheurs qui le disent, tu vois, au-dessus de SV1, en fait, en réalité, tu n'arrives pas à bien mesurer la quantité de graisse consommée à l'effort, justement parce que euh, la calorimétrie indirecte est assez éloignée, on va dire, entre là où tu mesures et ce qui se passe. Donc, tu vois, même sur ces trucs-là, tu pourrais dire que on pourra toujours trouver quelqu'un qui dit l'inverse. Donc, après, pareil, si tu dis, OK, euh, je vais baser ma basse intensité sur SL1, donc le seuil lactique numéro 1.
pourquoi pas? Mais tu prends SL1 d'un professionnel, ça va être vachement haut. D'un point de vue mécanique aussi, ça va être vachement haut. Donc, est-ce que tu le fais toper SL1 à chaque fois? Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que enfin, on le dit pas assez, mais chez des gens entraînés, leur endurance fondamentale est bien, bien plus basse que leur premier seuil. En fait, se dire que basse intensité, c'est le premier seuil, très bien, mais si tu fais toute ta basse intensité tout juste sous le premier seuil, quand tu es entraîné et de surcroît de manière pyramidale ou polarisée, tu t'entraînes déjà très, très intensément en réalité. Donc, la question, c'est... Attends, excuse-moi. Donc, la question... Attends, que je la retrouve. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a mon chien qui joue avec un jouet, excuse-moi. C'était, est-ce que, comment on calculait Fat Max, est-ce que ça avait un intérêt de s'y entraîner? Ouais. Et du coup, on parlait de SL1, ouais. Donc, attends, je vais retrouver juste mon fil. Tu me laisses une petite seconde. Bien sûr, pour longtemps. Mais Ok. Donc oui, donc la question sur SL1. Ah putain, j'ai pas réussi à la retrouver. Ouais, bon bah tant pis. J'ai d'autres questions, t'inquiète, ça va peut-être revenir. Ça marche. Mais justement, toi, j'ai vu que tu étais particulièrement friand de l'entraînement sur home trainer, notamment pour le vélo. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as fait en course à pied, sur tapis? Et pourquoi, si j'ai bien compris, tu me corriges si c'est pas le cas, avoir privilégié beaucoup le home trainer pour les séances justement à haute intensité? Ok. Et Alors donc, ça c'est intéressant. est-ce que tu l'as fait aussi sur tapis pour la course à pied? Ok. Ça c'est assez sport dépendant pour le coup, parce que le vélo, le problème c'est que il fait souvent nuit, donc tu peux pas rouler de nuit. Tu peux courir de nuit, tu peux pas rouler de nuit. Si tu fais tes fractionnés tard, là où j'habite, les stades sont ouverts, allumés. Donc en fait, juste le home trainer, c'est un outil logistique qui permet d'améliorer beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup plus simple. De la même manière, quand tu dois faire des entraînements position aérodynamique, bah filer à travers les routes à plus de 40 km/h, d'un point de vue sécuritaire, c'est pas zinzin. Surtout que les automobilistes ont tendance à nous négliger un petit peu en tant que cycliste. Donc c'est plutôt un outil logistique. C'est un autre intérêt aussi de tout faire là-dessus. Alors tout faire sauf les entraînements d'allure en fin de préparation, je précise. C'est que t'as pas tout à fait la même puissance quand tu es en intérieur, quand tu es en extérieur. Ce qui fait que ça permet de tout normaliser. Tu as tout le temps la même puissance, donc quand tu fais tes entraînements, tu peux te baser tout le temps sur la même chose. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait doubler les tests entre intérieur et extérieur. Oui, bah, c'est vrai que je te posais la question parce que j'ai pu voir des fois que les gars disaient justement que sur un home trainer et sur la route, bah, c'était pas pareil, que sur tapis Ouais, et c'est le cas, que ça. dehors, c'est pas la même. Donc en fait, à la fin, t'as bah, la Et puis, natation, bon, c'est toujours en piscine, donc on va dire que ça va, mais t'es dépendant aussi du si tu nages en mer ou dans l'océan, la houle qu'il peut y avoir, du vent qu'il peut y avoir. imagine, l'eau, elle est salée, elle est pas salée, et puis Voilà, tu peux en donc rajouter tu vois, des trucs. Hein. finalement, t'as plein de courbes. En fait, à la fin, Et, pour ton triathlète, t'as au moins 6 courbes, quoi. Tu vois? et puis, en position aéro, t'as pas la même puissance qu'en position route. Donc, tu te rajoutes une courbe. En fait, c'est pour ça que euh, faut trouver des choses facilitantes. Non pas par flemme, mais par question d'exhaustivité et de simplification. Parce que si tu fais plein de trucs, tu te rajoutes de la marge pour faire des erreurs. Si tu te concentres sur l'essentiel, tu minimises tes risques de te tromper. Et c'est beaucoup plus reproductible. Donc voilà pourquoi est-ce que je faisais la grande majorité sur Home Trainer. Mais en fait, si je vivais à l'équateur où il faisait beaucoup plus jour et que les routes à côté de chez moi étaient beaucoup plus sécuritaires, je pense que je ferais tout en extérieur. Il y aurait d'ailleurs beaucoup plus d'intérêt à faire tout en extérieur puisque la logique à la fin, c'est de rouler dehors quand même. Tout à l'heure, tu disais au début du podcast que on n'était pas obligé de s'entraîner 20 heures par semaine pour faire un Ironman. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'entraîner autant, à augmenter le volume? Est-ce que le volume est déterminant, t'a fait franchir un cap dans ta progression? Le volume est extrêmement déterminant sur la performance. Alors après, je me suis fait un peu plaisir sur la dernière préparation. Les derniers mois, je crois que les 2 derniers mois, je dois être aux alentours de 24-25 heures de moyenne.
Je pense que tu vois là, par exemple, j'étais typiquement légèrement au-dessus de ce que mon corps pouvait assimiler. Alors là, tu vas me dire, mais comment est-ce que je sais quel marqueur? Est-ce que j'ai pris mon HRV? Non, en fait, juste tu le ressens. C'est-à-dire que les séances intenses passent plus de la même manière. Tu sens un niveau de fatigue au quotidien qui ne s'efface pas malgré toutes les logiques de récupération que tu peux mettre en place. Quand tu dis logique de récupération, c'est tant en termes de gestion de la charge sur ta semaine. Euh, donc en fait, là, c'était juste pour le plaisir de faire beaucoup. Parce que parfois, juste, bah, ça te renseigne, ça t'apprend des choses. Donc j'avais pas, je pense, besoin de monter autant. Mais est-ce que au bout d'un moment, pourquoi est-ce que j'ai augmenté le volume? Juste parce que tu sens que quand tu t'entraînes un peu plus, tu progresses, quoi. Donc, plus Donc j'en fais, mieux c'est si j'en récupère. si t'en récupères, oui. Et ouais, donc t'as toujours envie d'en faire plus alors. Bah tant que t'en récupères. Le problème, c'est que t'en récupères pas souvent aussi vite que t'aimerais en récupérer. Là, c'est pour ça que tu prends les Norvégiens, les mecs qui s'entraînent 40 heures par semaine. Ouais, mais en fait, c'est une logique de d'augmentation de la charge qu'ils ont depuis 20 ans, et peut-être pas 20 ans, 15 ans. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils arrivent à s'entraîner autant et à faire un marathon 4 jours avant un Ironman et que ça leur paraisse rien du tout. Tout à l'heure, tu disais que progressivement, tu avais arrêté de faire de la musculation. Est-ce que tu en es arrivé à un point à ne plus du tout en faire durant ta préparation pour l'Ironman et donc le triathlon? Ouais, ouais. Alors, si tu comptes que 4 séries d'extension de mollets, 4 fois dans la semaine, c'est pas de la musculation en soi. Ouais, je pense que les 2 dernières années, j'ai totalement arrêté la pratique. Mais Sur les 2 dernières années. qu'est-ce qu'on dit alors de toute cette histoire en ce moment? Pareil, on en parle beaucoup. Il faut faire de la force pour les sports d'endurance, pour l'économie de course, pour la réduction de blessures, tout ça. Moi, j'ai tendance à penser que c'est très surestimé pour beaucoup de sports, notamment les sports d'endurance. Euh, Quel est ton avis? Euh, c'est une pièce qu'on rajoute au puzzle quand tout le reste fonctionne depuis déjà assez longtemps. Alors, je pense que les bienfaits scientifiques ne sont pas à remettre en question, hein. Réussir à faire ça, enfin réussir à mettre en place une préparation physique va vous aider. Dans un premier temps, le niveau 1 de la préparation physique va vous aider à éviter de vous blesser. Ça, même si je suis même pas sûr qu'il y ait un consensus scientifique, on va dire que de mon point de vue empirique, ça joue énormément. Une fois que tu joues sur mobilité, renforcement, stabilité, tu t'évites quand même pas mal de problèmes. Euh, Après, il faut trouver le bon équilibre pour que la préparation physique reste toujours euh, au service de ton sport. Et c'est là où en fait où ça commence à devenir difficile. Donc c'est là où c'est facile de mettre en place de la prévention parce que tu n'as quasiment aucun impact sur le reste de tes entraînements. Mais c'est là où bah, sur une pratique amateur, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire bah, je préfère que les gens rajoutent une séance de préparation physique, une séance de sport. J'ai toujours du mal à prescrire ce genre de choses, quoi. Je suis en mode, bah, tu veux pas faire une séance de sport et puis à la fin de ta séance, à la limite, tu fais 10 minutes de renfo. Je préférerais que tu fasses ça à la limite. Euh, Parce qu'en fait, les amateurs ont pas vraiment une logique de volume. Ils ont une logique ils ont pas une logique limitante de volume. Ils ont une logique limitante de fréquence d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent jamais, je peux m'entraîner que 10 heures. Ils vont te dire, je peux m'entraîner que 6 fois. Donc, donc vis-à-vis de la préparation physique, si tu prends ça en compte, si tu as déjà fait pendant très longtemps, et quand je dis très longtemps, parce que les gens qui font de l'endurance, ils ont une préparation athlétique, enfin, des qualités physiques athlétiques assez limitées, parce que très souvent, ils ont jamais rien soulevé de lourd de leur vie, on va dire. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est la réalité. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà mettre en place euh, ce qu'il faut pour augmenter leur qualité athlétique. Donc, c'est même pas de logique de force ni rien du tout, juste s'approprier les mouvements, progresser petit à petit dessus, sans que ça t'empêche de pratiquer ta pratique. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite seulement, à la fin de ce long périple, pour long périple qui peut durer 6 mois à 2 ans, ça peut dépendre des gens, en fonction de leur attrait, de leur régularité et de la manière dont ils répondent, tu peux partir du principe que tu vas essayer de développer ton niveau de force. Mais en fait, ça sera jamais, comme toi tu l'entends, des entraînements de force parce qu'ils seront très très loin
de forcer autant que ce qu'ils pourraient vraiment s'y dédier. En tout cas, ils peuvent essayer, ils peuvent faire semblant, et ça aura des conséquences positives. Mais J'allais te dire, quid des séances, moi, ce que j'appellerais de musculation spécifique, par exemple, du vélo à 50 tours minutes, de la course en côte. Pour moi, ça me paraît hautement plus bénéfique que d'aller en salle de musculation faire du squat, par exemple. Où on sait en plus que les inconvénients du squat, même si voilà, il y a toujours des tendances qui disent mais non, c'est super. De mon expérience, ça finit quand même toujours mal pour le dos. Donc, quid des séances d'entraînement de force spécifiques qui me semblent beaucoup plus transférables et beaucoup plus intéressantes. Trop marrant que tu parles de ça. Donc les gens auront compris, je sais pas parce que je suis peut-être pas très clair là. Il commence à être 19h30 là. Là c'est le cerveau commence à s'embrouiller. En fait, ce qui est difficile ce qui est difficile quand tu fais un entraînement de force, c'est que ça n'impacte pas le reste. En fait, c'est ça qui est difficile. Donc certains se sont dit bah autant travailler la force dans les activités. Donc si tu pars du principe que la puissance c'est la force par la fréquence, on va diminuer la fréquence de plein de choses pour augmenter la force. Parce qu'en fait, quand tu cours en côte, quoique tu peux avoir la même fréquence, mais de fait que ça soit moins pliométrique et plus concentrique, on peut dire que tu joues un peu plus sur ton facteur musculaire. Ce qui est vrai d'ailleurs, on peut dire parce que c'est vrai. J'ai beaucoup changé d'avis, on va dire sur la dernière année. Ouais, sur la dernière année, où en fait, avant, je t'aurais dit, si tu veux travailler ta force, tu la travailleras jamais mieux qu'en salle. Ce qui est vrai d'ailleurs. Parce qu'en fait, même si tu ne développes ta force qu'à 60% de ton potentiel de force, parce que t'es pas athlète de force, donc en fait, tu seras assez loin, les 60, je suis peut-être méchant, 70%, 80%, en fait, tu auras quand même une contrainte mécanique et nerveuse très, très, très supérieure à tout ce que tu peux faire à 50 RPM sur un vélo. C'est d'ailleurs pour ça que tu as les athlètes sur piste en cyclisme qui font beaucoup de salles d'ailleurs. Parce que ça se conçoit parce que c'est un effort très court. Exactement. Donc là, la force va se transférer, car pour moi, ça va se transférer facilement. Et donc pourquoi je te dis que j'ai changé d'idée, c'est parce que je t'aurais dit ça avant. Je t'aurais dit, si tu veux travailler vraiment ta force, va en salle en fait. Et puis là, tu la travailleras, ce qui est vrai. Cependant, empiriquement, alors on pourra toujours trouver une ou deux études qui va montrer qu'en fait, tu as un léger gain quand tu fais de la force et quand tu vas courir en côte, etc. Ok, certes, mais le problème, c'est qu'on trouve autant d'études qui disent l'inverse. Cependant, empiriquement, sur des cas particuliers qui, je trouve, là aussi où ça s'y prête le plus, ce sont tout ce qui va être travail d'allure de course, d'intensité de course, parce qu'évidemment, à partir du moment où tu es en côte, ça va plus être ton allure de course. À partir du moment où tu es à 60 RPM ou à 50 RPM, tu ne vas plus avoir le même. Enfin, par exemple, imagine tu t'entraînes à allure de course sur ton vélo. Si tu es à 80 RPM ou à 60 RPM, la réalité, c'est que c'est plus la même allure de course. Tiens, ça obligerait à refaire un test en supplémentaire. Tu fais un test de vitesse limite à 80 RPM et un autre à 60 RPM. Là, depuis le début, on est déjà à 17 tests différents. Pour un sportif amateur, ça commence à faire beaucoup. Bref, c'était une petite parenthèse. Sur ce genre d'entraînement, je trouve que ça a énormément de bénéfices. Simplement parce que sur la fin de ta course, tu vas avoir tendance à diminuer ta fréquence, à diminuer la fréquence de ta foulée aussi. Et tu te rends compte que dans le temps, tes qualités musculaires, non pas de force pure comme on pourrait l'entendre en salle, mais justement d'endurance de force. Mais encore une fois, endurance de force, ça peut être aussi utilisé en salle. Donc là, c'est pas cette logique d'endurance de force. Ça va plus être la logique d'endurance de force comme pourrait l'entendre Joël Friel ou tu vois, juste garder un niveau de force un peu plus haut sur des durées de 4 heures. Voilà, c'est ce genre d'endurance de force. Ça s'y prête tout à fait. Alors après, est-ce que c'est à faire tout le temps? Ça, c'est une bonne question. Tu as Dan Plouz, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est toujours intéressant d'en garder un petit peu. Sur ta sortie longue, avoir un terrain un peu varié. Tu vois, ça va suffire, en fait, à travailler ça. Et puis oui, en effet, quand après tu vas faire tes longs tempos à l'approche d'une compétition, là, ça va être intéressant, encore une fois, de travailler un petit peu en côte. Et puis surtout, si tu es sportif de haut niveau, ça va être d'autant plus intéressant parce que ça va beaucoup te ralentir. Donc, tu vas diminuer tes impacts. Donc, tu pourras augmenter ton kilométrage tout en limitant ton risque de blessure. Et là, quand tu mets tout ça, quand tu accumules tous ces facteurs,
ah bah tu te rends compte que ce que tu appelles ce travail de force dans la pratique, donc qui est très différent d'un travail de force comme on pourrait l'entendre en sport de force ou en salle, ça fait beaucoup, beaucoup de sens, quoi qu'en disent les études. Qu'est-ce qu'il en est de l'alimentation quand on s'entraîne 20 heures par semaine? Sachant que Alors, on tu viens mange du milieu beaucoup. sachant que tu viens du milieu de la musculation, est-ce que tu es resté dans ce classique des puristes à manger très sainement des 5 ou 6 000 calories par jour? Comment t'as fait? Euh, pour le coup, je faisais attention à manger assez, déjà, pour commencer. Parce que tu brûles quand même pas mal de calories hein, quand tu t'entraînes autant. Après, je faisais attention à des choses simples du genre, ouais, t'essaies de manger le plus sainement tout le temps. Après, j'ai pas une alimentation euh, genre hyper monastique. Donc après, j'ai pas de logique de cheat meal ou truc comme ça où je me dis ah, une fois par semaine, je sais pas quoi. Non, non, juste bon, t'as un resto avec quelqu'un, tu vas au resto et puis voilà, basta. Mais non, je faisais juste attention à manger assez. Euh, Et t'es arrivé à manger assez facilement? j'ai jamais compté si c'était suffisant. J'ai toujours eu l'impression de euh, que je pouvais manger plus, mais comme euh, genre ça m'est arrivé de prendre du poids malgré le fait que je m'entraîne 20 heures, je me suis jamais inquiété sur les sur les quantités. Donc après, tu vois, c'est marrant parce que si on parle de ça, je pense que je fais partie des gens qui euh, assimilent très très bien tout ce qu'ils mangent. Et si tu prends Alexander Olavbu, quand il parle de nourriture, c'est assez intéressant quand il disait ça. Il disait, si tu prends deux athlètes qui ont le même potentiel physique, il y en a un qui est écorché, ils ont 17 ans, il y en a un qui est écorché, et puis il y a l'autre, dès qu'il bouffe, il grossit. Il dit, bah en fait, alors que l'autre, il mange énormément et il reste tout sec. Il dit, en fait, je vais miser mon argent sur celui qui prend facilement du poids, parce que ça veut dire que il arrive plus facilement à assimiler ce qu'il mange. Et donc, quand il va s'entraîner 40 heures dans 10 ans, bah, ça sera beaucoup plus facile de lui faire tenir des hauts volumes d'entraînement parce que ce qui va être limitant chez lui, c'est l'apport calorique et non pas d'autres critères. Donc le fait qu'il assimile très bien ce qu'il mange, c'est un très très gros point fort. C'est assez intéressant de voir ça comme ça. Oui, C'était bien très sûr. loin d'être mon cas parce que quand tu t'entraînes 20 heures, c'est facile en réalité. Enfin, tu sais, tu manges 5 fois par jour, donc déjà, ça t'offre beaucoup de possibilités, Ah, cinq mais et demi même. déjà 5 fois par jour, toi, je te parlais de la muscu parce que c'est un truc plus classique muscu. Est-ce que les autres triathlètes que tu connais mangent aussi 5 fois par jour? Ah, je pense que t'as faim, hein. C'est vrai que, tu vois, je prends certains athlètes qui s'entraînent beaucoup, que j'entraîne. Ah, ils bouffent, hein. Franchement, ils se font pas prier. Et C'est Est-ce que pas les tu derniers au buffet, comme on dit, hein. est-ce que tu prenais aussi des compléments alimentaires? Du moins pour ta santé, style des oméga 3, de la vitamine D, des trucs comme ça? Est-ce que c'est un truc auquel tu fais Euh, attention? alors, ça m'est déjà arrivé de prendre, c'est le petit multivitamine minéraux de chez Nutrilink en disant bon, ça pourrait pas me faire de mal, machin, mais ça a jamais persisté dans le temps, simplement parce que j'ai jamais fait de prise de sang, qui me disait ouais, en réalité, t'as vraiment besoin de prendre ci, prendre ça. Sur ma dernière préparation, je me suis quand même supplémenté en protéines et collagène. Alors, je n'ai aucune idée de si le collagène sert à quelque chose. Je me suis dit, bon, dans le doute, j'ai déjà entendu deux, trois personnes qui disaient qu'au pire, ça faisait pas de mal. Donc, au mieux des cas, ça a un intérêt. Dans le pire des cas, ça fait pas de mal. Mais par contre, ouais, bah, quand je fais 90 kilos, en fait, on a souvent sous-estimé la quantité de protéines qu'il faut manger euh, pour, euh, pour les sports d'endurance. On parlait pendant un moment de 0,8 grammes par kilo de poids de corps, qui est 1 gramme par kilo de poids de corps. Il s'avérait que c'est plus entre 1,4 et 1,6. Donc quand tu fais 90 kilos, euh, si tu veux pas dépenser 1000 balles de viande par mois, c'est plus simple de se complémenter en protéines. Donc ouais, sur ma dernière préparation, j'ai porté une attention particulière. Je te demande ça parce que je vois que dans le triathlon, c'est assez populaire de consommer énormément de glucides durant l'effort. Et donc forcément, ça passe par des Ah ouais, compléments ah alimentaires. ouais, Donc je me ouais, ouais. disais, est-ce que Ah mais autour il y a aussi des compléments ou il y a que les glucides ou Ah mais c'est on fait marrant les parce que tests? je le conçois tellement pas comme une complémentation alimentaire que je pense même pas en parler. Mais oui, évidemment, pendant l'effort,
pendant l'effort, beaucoup de consommation de glucides. Ouais. Mais pour moi, ça fait même partie du sport. J'ai même pas pensé à t'en parler, mais oui, bah si, parce que je sais plus comment tu prenais, mais 90 grammes ou 120 grammes, je sais plus ce que tu prenais là. T'avais fait des tests sur une course entre 90 et 100 grammes, ouais, par heure. À l'heure, donc ce qui est énorme, ce qui est assez énorme. Est-ce que tu faisais des choses pour améliorer ta récupération autour? Tu sais, souvent, dans le milieu de kayak, moi je demande, voilà, est-ce que vous êtes suivi par un kiné, un ostéo? Est-ce que, je sais pas, vous faites des exercices de respiration, tu fais de la méditation? Est-ce que toi, tu avais des petits rituels comme ça? J'ai beaucoup d'outils de récupération. J'en utilise très peu régulièrement, voire pas régulièrement. En vrai, gros sommeil. J'essaie de tout miser sur la qualité du sommeil. Donc très bonne literie, chambre noire le plus possible, bouchon d'oreille et je faisais beaucoup la sieste pendant mes préparations. Est-ce que tu arrives à faire des petites siestes de 15-20 minutes comme c'est préconisé ou tu siestes je faisais des siestes d'1 heure et demie. Ouais. Ah ouais, bah voilà, parce que moi, à chaque fois, on me parle de sieste et pareil, on me dit, ouais, il faut dormir 15-20 minutes. Moi, si je dors, je peux pas dormir juste 15-20 minutes. Si je m'allonge, je dors, je 1 heure, quoi. Je fais des siestes de 15 minutes maintenant. Ah bah oui, mais attends, tu t'entraînes plus, c'est normal. Je trouve que tu as un bon reset mental. C'est-à-dire que quand tu es un peu fatigué, hop, ça te remet un petit peu, mais physiquement, je suis pas sûr que 15-20 minutes, ça change grand-chose. Alors que quand tu dors longtemps, au moins, tu sais que physiquement, il peut se passer des choses. 15 minutes, c'est bien pour un petit boost nerveux, on va dire, un petit boost mental à la limite. Mais ça s'arrête là, quoi. Et quand tu t'entraînes beaucoup, ça peut servir. Si tu veux passer une séance difficile, tu sens que t'as besoin t'as pas le temps de faire plus, pourquoi pas. Mais non, c'était des vraies siestes. C'est intéressant parce que finalement, on voit que, comme je pense c'est un peu la conclusion du podcast, c'est que tu fais tout de manière assez simple. Donc l'entraînement, bah voilà, on sait qu'il faut passer par le volume, donc du volume, plus de 20 heures par semaine. Sur l'alimentation, finalement, tu t'es pas pris la tête plus que ça, à part manger en quantité, mais après tu manges assez sainement, donc voilà. Sur les compléments, tu t'es pas pris la tête. Après, je t'ai demandé sur la récupération. Tu vois, on aurait pu imaginer qu'avec tout ce volume d'entraînement, bah, t'étais suivi par un kiné qui allait peut-être 1 ou 2 fois par semaine, que tu faisais plein de trucs encore à côté. Mais aussi, je me disais qu'avec 20 heures d'entraînement par semaine, c'était peut-être pas beaucoup d'énergie pour faire tout ça. Pour y aller. Ouais, bah pour aller au kiné ou même pour faire des séances, je veux dire d'étirement ou d'automassage pour se détendre, quoi. Tu vois, en plus. Donc, on voit vraiment que c'est la simplicité finalement. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de renforcement. J'ai pas eu l'occasion de l'aborder, donc je l'aborde là. Tu vois, moi, c'est sur cette logique de rentabilité-là, un truc qui est extrêmement rentable en triathlon, ça va être les entraînements de pliométrie. Très simple à mettre en place et qui ont énormément de bénéfices. Parce que comme tu peux pas courir autant qu'un mec qui court beaucoup, tu vois, si tu veux augmenter ta raideur, genre ça marche hyper bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de la corde à sauter ou plus intense? Bah, tu pourrais faire de la corde à sauter, tu pourrais juste faire des rebonds sans corde à sauter, ça marche aussi très bien. Alors après, tu pourrais utiliser plusieurs protocoles, mais en fait, juste des protocoles. Ce qui est bien, c'est que tu vois, si tu prends un protocole, moi, ce que je faisais beaucoup après le vélo, t'es déjà chaud, donc tu gagnes déjà du temps d'échauffement. Tu te fais juste un petit échauffement un peu russe sur les mollets pour histoire de pas te claquer un tendon d'Achille parce que t'as quand même été assez isométrique pendant toute la période de ton entraînement. Et tu vas t'envoyer des séries. Alors après, j'imagine qu'il peut y avoir des protocoles plus précis, mais tu vois, tu vas te dire une centaine de sauts ou même 150 sauts divisés en petits sauts évidemment. Enfin, quoique petit, quand tu es bien habitué, tu te fais plus si petit que ça. Ouais, mais j'allais dire, tu fais 150 sauts en montant les genoux à chaque fois, t'as plus de cuisses, hein, t'es rincé. Ouais, c'est ça. Alors pour le coup, je les faisais jambes tendues parce que le but c'était Ok. C'est vraiment d'accumuler au raideur, au niveau des tendons d'Achille. Là où je peux starer exactement. Mais après, je suis sûr que sur des logiques de contre-mouvement ou de saut en contrebas ou trucs comme ça, j'ai déjà entendu plusieurs préparateurs physiques qui mettaient des choses en place et qui fonctionnaient très très bien. Tu as pas de charge additionnelle et je pense gros gain nerveux et en termes de raideur. Ouais, et puis ça, finalement, c'est du travail de force quand même. C'est tout ce qui est monté en force, qu'on appelle le RFD, c'est monter très vite en force. Ça, c'est un truc qui va se transférer assez facilement, j'ai l'impression, sur l'économie de course. Ouais, carrément. Mais tu vois, mais même tu commences, je me souviens les premières séances, je faisais 10 séries de 20 secondes. Et sur les 20 secondes, j'alternais 3 sauts à gauche, 3 sauts à droite. Donc en plus, tu pourrais diviser le temps par 2 sur chaque jambe. Et vraiment, genre, enfin pour débuter. T'es quand même déjà, pour sauter sur un pied, il faut déjà avoir passé quand même quelques temps
à s'y habituer, parce que tu peux très vite développer périostite, tendinite, tendon d'Achille, problème à la voûte plantaire, des choses comme ça. Donc, faut quand même être assez vigilant. Mais tu vois, ça c'est typiquement le truc où le gain est énorme vis-à-vis de ce que tu mets en place. Donc, je trouve que c'est un bon résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, si tu veux faire difficile, waouh, t'as des milliers de trucs à mettre. Tu peux mettre tellement de choses en place. Tu vois, c'est-à-dire que là, tous les tests que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Tu les déclines en fonction des sports. Tu les déclines en fonction de là où tu le fais. Tu le déclines en fonction de si t'es en bas RPM ou en haut RPM. En fait, tu t'en sors plus, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va te mettre un maximum de bénéfices pour un minimum de coûts? Et à partir de là, tu peux déjà aller très très loin. Et seulement ensuite, genre, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Et les optimisations, il faut les choisir. Est-ce qu'il y en a une que tu choisis en particulier? D'optimisation? Ouais. Si tu devais en choisir une, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, je pense que ça pourrait dépendre de quand est-ce que tu me poses la question. euh, Mais imagine, ouais. tu viens de finir Kona, et puis tu dis, bah non, je peux pas rester sur ça. Ok, Je vais le refaire. Qu'est-ce que tu cherches à optimiser? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? ok, très intéressant. Voilà, T'as ça c'est une seule chose à mettre en place. Qu'est-ce ça que c'est tu... mieux ça. Si je devais, tu vas repartir sur une préparation Ironman, je précise, j'essaierais de plus jouer sur le timing de la prise glucidique. Donc pas toucher à mon ingestion totale, mais juste jouer sur les timings. Euh, dans, dans le cas où on partirait du principe que ça améliore la consommation de lipides à l'effort. Le truc, c'est que tu as l'un des plus gros prescripteurs de ça, c'est Dan Plews. Et dans son article où il en parle en long et en large en travers, il y a un gros biais argumentaire sur l'exemple qu'il prend, qui ne met pas en confiance. Mais tu vois, je pense que j'essaierai de mettre ça en place. Juste parce que empiriquement, quand tu vois à quel point j'étais euh, facilement en hypoglycémie sur certains entraînements, de basse intensité en plus, je pense que je jouerai sur ça en premier. Ok, ouais, donc finalement, pas un truc très compliqué. Non, encore une fois, tu vois, coup très très simple parce que c'est qu'une question de timing et potentiel gain très très élevé. Ça te démange pas de faire, parce que moi, je vois tous les trucs passer, donc comme c'est mon sujet du moment, les tests lactiques, les tests ventilatoires, tout ça, ça te démange pas des fois de te dire, allez, j'y vais, je teste tout. Si tu vois, en plus, enfin après, tu vois, par exemple, j'ai des sportifs, genre eux, je sens que ça va les faire kiffer. Donc, en fait, moi, ce que je leur dis, c'est OK, on va tester des trucs, on va le faire, OK, on va s'amuser, tu vois. Mais en fait, ça changera rien de grandiose, juste ça nous donnera des infos en plus. En fait, on va accumuler de la data et on va voir comment ça se comporte. Ouais, en Mais fait, ça va faire des données, mais tu sauras pas quoi en faire, quoi. c'est pas que tu sais pas quoi en faire, en fait, c'est juste que t'es même pas sûr que ça change quelque chose. Parce qu'en fait, même en changeant rien, tout augmente, tout s'améliore. Que, Bon, en fait, le secret, c'est de s'entraîner, quoi. ben, en fait, c'est ça, c'est, les gens pensent que soit, en fait, les gens pensent que c'est binaire. C'est si tu mets rien en place, tu t'améliores pas. Si tu mets tout en place, tu t'améliores. Bah non. En fait, c'est si tu mets rien en place, tu t'améliores à 100%. Et puis, en rajoutant des trucs, tu peux monter à 102, 103, 104. On en revient à la fameuse règle des 80-20, quoi. Même pas. Même pas, merde. 95,5. Ok. J'arrive au bout de mes questions, Tristan. Est-ce que tu avais des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, non, non. En vrai, c'était une discussion intéressante. On a abordé plein de trucs. Je pense que je sais plus trop de quoi on a parlé. Je me suis laissé porter par tes Ouais, questions. ouais, non, mais t'inquiète. Moi j'ai eu mes réponses. Ça ressemble bien à ce que je relis justement de Jack Daniels là, et c'est pour ça que je voulais en reparler avec toi vu que j'ai vu que tu savais de la vitesse limite. Hmm. Donc ça m'intéressait de Mais creuser c'est ça justement. intéressant. C'est intéressant parce que tu as bien challengé certains de mes principes où tu t'es pas juste contenté de poser la question. Tu as voulu savoir un peu plus. Donc j'espère que j'ai réussi à rentrer dans les détails. C'est toujours plus difficile
quand c'est pas préparé, d'être exhaustif dans ses pensées, que quand tu fais une vidéo bien carrée où tu as retravaillé cette fois ton texte. Donc j'espère avoir pu partager le principal. Et donc aujourd'hui, donc là, comme tu t'entraînes moins, tu es plus occupé, comme tu disais, professionnellement, donc tu travailles beaucoup sur Campus Coach, c'est ça? Exactement. Ouais. Et puis même, tu vois, sur des formats de vidéo un peu plus longs, un peu plus détaillés, où justement, j'essaye d'organiser ma pensée pour la coucher à l'écrit, pour dire, voilà, en 2023, ce que je pense. Ouais, bah j'ai vu la dernière vidéo, les seuils n'existent pas, mais c'est vrai que c'est la tendance. Juste C'est la pour faire tendance chier. actuelle. Ouais, mais quand je vois la vignette, je me dis bon bah lui, il sait utiliser les codes YouTube. Lui, ça lui plaît. Ouais, après, c'est pas un scam, hein, ce qui est dedans Non, bien sûr, correspond à ce que tu vois. bien sûr, bien sûr. Et bon, en tout cas, bah c'était cool. Sur ce, bah moi, je vais aller faire mon petit vélo basse intensité, qui sera ma séance de récup C'est le principal. de la journée, voilà. Que tu le bases sur SV1, SL1, Je base TF sur Alpha je ou base sur rien du tout. Fatmax ou ce que tu veux. Le principal, c'est de faire de la basse intensité. Voilà, j'ai estimé un truc et je pédale un peu, pas dans la semoule, mais presque. Et donc en même temps, bah, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je peux faire de l'ordi même en même temps, passer des coups de téléphone, c'est très bien. Et ça fait office, justement, ça, d'augmenter mon volume d'entraînement sans que ça m'impacte négativement parce que j'ai toujours cette tendance, comme beaucoup, je pense, à vouloir trop forcer. Tu vois, tu veux toujours forcer. Mais comme je m'entraîne 2 fois dans la journée, j'ai déjà forcé au kayak, donc ça va. J'ai moins de scrupules à ne pas forcer. Ouais, mais les profils comme toi, on les repère de loin et en général, on a tendance à les freiner plus que de raison parce qu'on sent qu'en plus, si tu parles de perception de l'effort et tout, ils vont être zinzin. Ça va pas du tout être corrélé à ce qu'ils font. Ouais, mais Ouais. bien sûr. Bah, c'est sûr que moi, je mets jamais un RPE Au-dessus de 7. 8, quoi. Ouais, bah voilà, c'est un peu ça. Franchement, sur mes séances de kayak, je vois le truc, je vois la séance, c'est dur, mais je me dis pas, je suis mort, quoi. Je me dis pas, je suis mort. Je dis, ouais, je pouvais être bien plus mort que ça. Mais je pouvais pas aller plus vite. Donc, finalement, c'était un RPE un peu plus haut, mais bon, psychologiquement, c'était moins dur. C'est ça. Je vois bien. Et bah, ça roule. Et bah, merci Tristan de ton temps. Et puis, bah, je te laisse sur ça. Et puis, on se tient au Avec courant. plaisir, Rudy, et au plaisir de se croiser un de ces quatre. Bah oui, c'est ton jamais si tu déménages au paradis au lieu de rester en région parisienne. À qui tu le dis, à qui tu le dis. Et bah, ça roule. Allez, salut. Bye bye. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.